Bonsoir à tous. Donc, je suis Emma Torricelli, je suis présidente de l'association du Master 224 Banque et Finance et membre du club Transition écologique et sociale. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour notre conférence Financer la transition, en a-t-on les moyens? Et je souhaiterais commencer par remercier nos 4 invités d'être présents ce soir. Donc, Madame Karine Merer, Monsieur Éric Verset, Monsieur Patrice Geoffron et Monsieur Guillaume Carlero. Un grand merci également à la House of Finance, également à Monsieur Alexandre et à Anne-Odile Dussolier pour son aide. Je vous laisse maintenant dans les mains de nos modérateurs qui sont Claire et Vincent. On se retrouve juste après la conférence aux alentours de 20h15 pour un cocktail qui sera en espace 2. Merci beaucoup. Faut que tu me mettes la slide. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et puis merci évidemment à nos intervenants d'être là. Donc peut-être avant de rentrer dans le sujet, on va peut-être faire un petit tour de table rapide pour connaître vos parcours. L'idée c'est que par la suite on aura évidemment l'occasion de creuser un peu plus les activités que vous avez au sein de vos entités respectives. L'idée c'est qu'on a voulu créer un fil conducteur assez logique en partant de Guillaume et de la présentation du rapport qui va nous donner quelques chiffres, quelques éléments clés au sujet du financement de la transition. Et évidemment, ensuite, prendre le triptyque qui est assez classique, le sujet des infrastructures, le sujet de l'accompagnement des entreprises qui existent d'ores et déjà, et ensuite le financement et la création de nouvelles technologies qui apportent des solutions sur le marché. L'idée, c'est que on a voulu créer des parcours et des profils assez complémentaires. Vous aurez donc l'occasion de présenter vos entreprises juste après. Donc peut-être là, en une petite minute, présenter vos parcours. On va peut-être commencer par vous, Madame Merer, si vous le voulez bien. Oui, merci Vincent, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie d'être de retour dans les locaux de Dauphine parce que je suis une ancienne dauphinoise. Et pour tout vous dire, j'ai pris un petit coup de massue hier soir parce que j'ai compté depuis combien de temps j'étais pas venue à Dauphine. Ça fait 30 ans, donc sans rancune pour le coup de vieux. Mais j'ai donc commencé ici sur les bancs de Dauphine. J'ai ensuite passé 10 ans dans l'industrie chez Alcatel autour du financement des équipements qui étaient vendus par Alcatel et financés par Alcatel. Et ensuite, 6 ans dans la banque en Project and Export Finance, ou financement de projet, financement d'export en bon français. Et j'ai ensuite rejoint il y a 12 ans maintenant un développeur solaire et j'étais responsable des financements, donc trouver de la dette et trouver des investisseurs pour financer des parcs solaires, aussi bien en France qu'à l'international. Et j'ai rejoint il y a 5 ans maintenant, enfin un peu moins de 5 ans, ADEME Investissement, que j'ai monté et dont je parlerai un peu plus en détail plus tard. Voilà. Allez-y, je vous en prie, Monsieur Geoffron. Oui, bonjour. Moi, je suis professeur à Dauphine, ce qui fait que j'ai quitté Dauphine à midi. Et très heureux d'y revenir aux alentours dans cette fin d'après-midi. Évidemment, toujours heureux d'avoir l'occasion de parler dans cette très belle salle et surtout à l'initiative d'Alumni. Alors, je vous expliquerai un peu tout à l'heure et je ne vais pas spoiler, divulgacher dès à présent, mais en tout cas ce qu'on fait dans cette université en rapport avec le thème qui nous réunit, notamment la question du financement des infrastructures. Je soulignerai simplement que je suis à la tête de l'équipe de recherche de Dauphine qui historiquement a quelques compétences sur ces questions, mais sachant que ces questions, elles ont envahi à peu près tout Dauphine. Si on regarde la situation aujourd'hui, est-ce qu'elle pouvait être ne serait-ce qu'au sortir de l'accord de Paris? Donc vous êtes au bon endroit. Monsieur Verset. Merci Vincent. Ravi d'être avec vous ce soir. Moi, je suis le petit nouveau, parce que je ne connaissais pas Dauphine, donc je découvre les lieux avec grand plaisir. Donc merci de l'invitation. Éric Verset, moi j'ai un parcours plutôt... j'ai commencé ma carrière en Touraine il y a maintenant un peu plus de 25 ans, dans les assurances. Je suis parti ensuite me frotter à la banque chez BNP Paribas. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans le groupe BPI France, qui a porté d'autres noms historiquement, mais qui a fêté ses 10 ans d'ailleurs sous l'enseigne BPI France en 2023. Et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie bancaire de BPI France, tout ce qui est partie crédit. Et je chapeaute le réseau qui est composé de 50 implantations et de 1600 collaborateurs sur le terrain partout en France. Et j'ai le plaisir et l'honneur de piloter le plan climat chez BPI France, ce qui me vaut ma présence ce soir.
Merci beaucoup. Guillaume? Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'ai un profil ingénieur. Je fais l'agro Paris, les mines Paris, et j'ai fait ma carrière ensuite dans le conseil. J'ai dirigé notamment un cabinet de conseil en stratégie, en prospective sur la transition énergétique, qui s'appelait avant Enea Consulting, qui s'appelle maintenant Bluenomi, que j'ai quitté il y a quelques années, et je me suis investi à l'Institut Rousseau, chez qui, donc, qui est un laboratoire d'idées, hein, et chez qui je supervise les sujets de transition écologique. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Trop bien, merci. À présent, on va démarrer par une présentation générale, justement en s'appuyant sur votre travail avec l'Institut Rousseau, donc avec le rapport 2% pour 2 degrés. Donc avant peut-être de parler plus en détail de ce rapport, des propositions et de ses conclusions, est-ce que vous pouvez, Guillaume, nous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous avez fait ce travail avec l'Institut de monter ce rapport ? Avec plaisir. Donc, l'objectif de cette étude, qui s'appelait donc 2% pour 2 degrés, c'était de pas uniquement répondre à la question du comment on fait la transition et comment on décarbone notre économie, mais aussi la question du combien ça coûte, qui était beaucoup moins, qui était répondu de manière beaucoup moins exhaustive, pour ne pas dire quasi nulle. Et donc, en partant d'un constat, d'une forme de paradoxe entre le fait qu'on se donne des objectifs climatiques et écologiques au sens large toujours plus ambitieux, mais que les moyens, et notamment les moyens économiques et financiers, ne suivent pas. Donc, au moment de l'étude, on n'avait pas du tout de vision sur combien il fallait mettre sur la table pour que cette transition se produise. Il n'y avait pas d'objectif chiffré budgétaire dans la stratégie nationale bas carbone, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, donc avec une conséquence relativement logique qui était que les émissions ne baissent toujours pas suffisamment rapidement. L'État venait d'être condamné pour inaction climatique dans le cadre de l'affaire du siècle. Et donc ce rapport était là pour combler le gap, pour savoir combien il faut mettre, secteur par secteur, levier d'action par levier d'action, mesure de politique publique par mesure de politique publique. Et justement, peut-être avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut faire un état un peu de la situation actuelle en termes d'émissions en France ? Ouais, donc vous avez ce joli graphe là qui s'affiche. Je vais faire juste 2 commentaires préalables. Le premier, c'est qu'on parle bien des émissions territoriales ici, donc c'est les émissions domestiques qui sont émises donc sur le territoire français. En réalité, si on voulait une photo complète, il faudrait qu'on prenne l'ensemble de l'empreinte écologique, c'est-à-dire aussi les émissions importées. Le ratio, c'est plus 30% à peu près si on ajoute ça. L'empreinte moyenne d'un Français, hein, c'est 6-7 tonnes de CO2 équivalent par an en territorial et à peu près 10 en empreinte. Deuxième petit commentaire, le graphe n'est pas méga à jour parce qu'il date de l'étude et je ne l'ai pas refait, mais aujourd'hui on est un petit peu en dessous, on est à 400 et quelques mégatonnes de CO2 par an, mais les ratios entre les différents secteurs n'ont pas bougé et c'est ça qui est intéressant de regarder. Donc vous voyez que ce qui émet le plus en France, c'est les transports, c'est à peu près 30%, et notamment une grosse moitié de ça, c'est nos voitures, les véhicules particuliers. Et puis ensuite, vous avez un trio à peu près équivalent entre l'industrie, l'agriculture et les bâtiments, avec un truc intéressant au niveau de l'agriculture qui est que, en fait, là, c'est pas du CO2 dont on parle. Enfin, le CO2, c'est à peu près 10% des émissions agricoles à travers le chauffage des serres ou les engins agricoles. Mais en fait, sinon, c'est à peu près moite-moite entre des émissions de protoxyde d'azote liées à l'utilisation d'engrais azotés et du méthane lié à la digestion en fait, des ruminants et à la dégradation à l'air libre de leur déjection. Voilà, le bâtiment, c'est assez peu là parce que c'est uniquement les émissions directes. Donc on parle de ce qui est du fioul et du gaz qui sont utilisés directement pour le chauffage, par exemple. Mais si on ajoutait l'électricité et puis la construction qui est aujourd'hui dans l'industrie, on pourrait doubler en fait ce montant-là. Et voilà. Et ces ratios vont différer d'un pays à l'autre, évidemment. On vient de faire ce même travail à l'échelle européenne. On a regardé 7 pays, dont la France. Et on voit que l'originalité de la France, c'est notamment d'avoir une part relativement faible côté énergie, liée au fait que notre électricité est déjà décarbonée, et une part un peu plus élevée sur l'agriculture, parce qu'on est un pays agricole. Mais voilà, ça change vraiment d'un pays à l'autre. Et si vous prenez un pays du Sud,
je sais pas moi, le Sénégal, vous allez avoir 50% sur l'agriculture. Voilà. Ça dépend du contexte local. Merci pour cet état des lieux. Maintenant, je vais poser une question un peu utopiste. Est-ce que c'est possible, du coup, de réduire toutes ces émissions à 0 en 2050 ? Alors 0, 0, 0, non, puisque toute activité humaine en fait a quand même un impact. Et par ailleurs, pas qu'un impact gaz à effet de serre, mais aussi tout un tas d'autres impacts. Je rappelle qu'il y a 9 limites planétaires et que vous avez beau, comme dit Aurélien Barraud, vous avez beau raser 1 hectare de forêt pour faire un entrepôt, même si c'est avec un bulldozer solaire, vous avez quand même un impact. Donc il n'y a pas que le CO2 dans la vie, même si c'est important. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut réduire ? Donc 0 non, mais proche de 0 oui. Donc là vous voyez sur ce graphique, c'est dans notre scénario, vous voyez les baisses d'émissions qu'on arrive à atteindre dans chaque secteur. On est proche de 0, là on est à 58 en 2050. Et ça c'est compensable en partie par ce qu'on appelle les puits de carbone. Donc en gros c'est essentiellement les écosystèmes, les forêts notamment. Mais pas que. Alors, il y a des puits de carbone technologiques aussi qui existent, mais là, nous, on parle essentiellement des puits naturels. Et donc ça permet d'arriver à 0 émission nette. C'est ça, le net zéro dont on parle. Et vous voyez juste que, du coup, les différents secteurs sont plus ou moins faciles à décarboner. Il y en a des plus difficiles, notamment l'agriculture et notamment l'industrie. L'agriculture, parce qu'en fait, il va nous rester de toute façon du bétail. Donc à moins de complètement zigouiller tout le bétail, on va continuer à avoir des émissions de CH4. Et puis dans l'industrie aussi, on a des émissions de process qui sont un peu diffuses et un petit peu plus difficiles à adresser. Donc ça c'est en tout cas un des gros travaux de ce rapport, c'est que vous avez montré, enfin là tu l'as pas trop évoqué, mais dans ce rapport vous avez plus d'une trentaine de leviers qui sont proposés pour du coup arriver à ce résultat qui est la neutralité carbone en 2050. Ouais. 37 précisément, c'est bien ce qui me semblait, mais je n'osais pas le dire. Et il y a aussi une question, et c'est tout l'intérêt de votre travail, c'est d'avoir chiffré la mise en place de ces leviers. Donc ma question c'est combien ça coûte d'atteindre cette neutralité carbone ? Alors, le chiffre en or à retenir, c'est 7 trilliards en tout à 2050. Donc, ça peut ne pas vous parler, c'est pas grave. En annuel, déjà, c'est un petit peu plus adressable. Ça fait 250 milliards par an, en moyenne, d'ici à 2050. Ça représente à peu près 9 à 10 points de PIB. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que les 3/4 de ces montants sont déjà là, au sens où on s'apprête déjà à les dépenser dans un scénario tendanciel, business as usual, vous appelez ça comme vous voulez, mais parce que voilà, on s'apprête de toute façon à acheter des voitures, on s'apprête de toute façon à produire des denrées agricoles, etc. Donc en fait, dans la partie gauche du graphe, c'est le business as usual, les investissements tendanciels, qu'il faut réorienter. Donc il y a une partie qui est déjà verte. Par exemple, on a déjà commencé à rénover nos bâtiments, même si on ne le fait pas toujours de manière ultra efficace. Et il y a une partie qui est grise, par exemple les véhicules thermiques dont je parlais, et qu'il faut absolument réorienter et remplacer ces investissements par des investissements dans les transports en commun, dans les infrastructures vélo, etc., et des véhicules bas carbone. Et donc le gap d'investissement, le surinvestissement nécessaire, c'est 70 milliards. Et ça veut dire à peu près 2,7% du PIB. Quand on a fait l'étude France, on est tombé sur 2,3. Quand on a fait la mise à jour européenne là, récemment, ça a gonflé un petit peu depuis. Donc on aurait pu appeler le rapport 3% pour 2 degrés finalement. Ça sonnait moins bien aussi. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ça, on ne l'a peut-être pas assez précisé. La première version du rapport, elle a été publiée en 2022. Donc effectivement, là, les chiffres qu'on vous présente, ils sont actualisés avec les dernières données de cette année. Et malheureusement, c'est évidemment à la hausse, parce qu'on n'a pas tenu, en tout cas, le rythme qu'on devrait, si on veut atteindre la neutralité. Ma question suivante, c'est au sujet du coup de ces 70 milliards d'euros qu'on voit ici à rajouter. Est-ce que ces 70 milliards, ils sont uniquement à la charge de l'État ? Alors non, il y a évidemment un effort à balancer entre le public et le privé. Donc ça, c'est aussi une valeur ajoutée du travail qu'on fait, c'est qu'en face de chacun des 37 leviers de décarbonation dont on a parlé, on regarde toutes les mesures de politique publique
qu'on peut faire et on les chiffre aussi en termes de coûts pour le public. Alors, quand on parle des investissements totaux, c'est en gros du 70-30 privé, 70% privé, 30% public. Par contre, quand on regarde le surinvestissement, donc là, effectivement, les 70 milliards dont tu parles, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'essentiel de l'effort supplémentaire à faire, il est plutôt du côté du public. Pourquoi ça ? Pour différentes raisons, mais notamment parce que déjà, il y a tout un tas de dépenses qui vont être dans le giron du public, tout simplement, quand on parle de rénover les bâtiments publics, quand on parle de développer des transports en commun ou des infrastructures de vélo. Bon, en fait, ça, c'est du public, forcément. Donc ça, c'est à peu près 30% des coûts publics. C'est parce que c'est juste au public de le payer. Et les 2 tiers restants, c'est pour catalyser les investissements privés partout où ils ne sont pas assez attractifs, assez rentables pour les acteurs privés pour y aller tout simplement, ou y aller suffisamment vite et suffisamment massivement. Donc ça, c'est vrai dans la rénovation des bâtiments, peut-être qu'on va en parler après, ou c'est vrai dans une partie de l'industrie lourde aussi, où les marges sont assez faibles et où en fait, il y a besoin d'un accompagnement du public, sans quoi ces investissements ne se font tout simplement pas, on l'a vu par le passé. Ça, c'est un élément sur lequel on va revenir, je pense, à plusieurs reprises pendant cette table ronde. Mais c'est vrai que l'imbrication, du coup, entre des investissements publics et privés, ne pas oublier en fait que les deux vont ensemble. C'est un élément qui est assez important, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a invité Madame Merer, pardon, et Monsieur Verset, parce que vous investissez dans des entreprises justement privées. Voilà, je laisse à présent la main à Vincent. Oui, merci Claire et merci Guillaume pour ce tour d'horizon très complet et du coup ces chiffres qui sont assez édifiants, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. On va peut-être commencer par une première réaction à chaud de vous, monsieur Geoffron. Vous êtes amené dans le cadre de vos activités à régulièrement lire et décortiquer ce type de rapport. Que dire de ces montants annoncés ? Alors comme on est à Dauphine, qu'on aime bien faire un peu de calcul économique, je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en balance, en regard des chiffres qui viennent de nous être présentés, le retour sur investissement. Hein, c'est important. Bon, évidemment, ces chiffres, ils ne sont pas négligeables. Maintenant, si on les compare avec ce qui a été fait à l'après-guerre, le plan Marshall, etc., on est là dans un effort qui, certes, est important, mais tu l'as dit, qui conduit assez largement à réallouer des investissements qu'on aurait fait de toute façon. Donc, avant toute chose, c'est une affaire de discernement, mais il ne s'agit pas d'une année sur l'autre de déplacer 20% du PIB dans des investissements qui seraient insoutenables. Donc, c'est plus de discernement, du déplacement et surtout de la constance, parce que les efforts en question, il va falloir les conduire jusqu'à 2050. Mais lorsqu'on est en crise, et l'histoire récente nous prouve qu'on est tout le temps en crise, naturellement, on peut être conduit à se demander s'il n'est pas urgent d'attendre. Et c'est là qu'intervient un débat qui est tout à fait pernicieux, qui est de dire, mais si on regarde les émissions, celles que tu as évoquées, qui sont dans le périmètre de l'Hexagone, on serait tout à fait fondé à dire, mais attention, est-ce qu'il est bien temps pour nous, on a déjà fait des efforts pour concourir à sauver le monde. D'ailleurs, on est aujourd'hui en termes d'émissions dans l'épaisseur du trait aux alentours de 1% des émissions, et à ce moment-là, on est dans un stop and go. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la période qu'on est en train de vivre corresponde à un exemple de ce stop. Et donc, ce qui nous manque, me semble-t-il, c'est une macroéconomie et une bonne compréhension du retour sur investissement, et du retour sur investissement dans un vieux pays qui a brûlé à peu près tout son pétrole, tout son gaz, qui importe 99% de son pétrole, 98% de son gaz. Donc, ce que je m'apprête à dire pourrait être largement débattu si on était au Texas, si on était en Russie, si on était en Arabie Saoudite. À partir du moment où on est en France, me semble-t-il, accélérer une transition qui notamment va conduire à réduire notre dépendance, eh bien, c'est ce qu'on peut qualifier, disons, de stratégie ou d'action sans regret. Et donc le payback, qui à mes yeux est le point essentiel et la partie manquante généralement au type de raisonnement qui nous réunit ce soir, quel est-il ? En fait, il y a deux types d'effets. Il y a les effets globaux et les effets locaux. Les effets globaux, on évite d'émettre du CO2, du CH4, etc. Et donc, on réduit évidemment, on réduit la progression de la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, et on peut espérer prendre une part modeste sans doute dans les dérèglements climatiques.
Mais les effets locaux sont des effets qui sont extrêmement puissants, qu'on ne considère pas assez. Le Sénat, qui n'est pas une ONG, j'ai beaucoup de sympathie pour une ONG, mais enfin, visualisez-vous le Sénat. Le Sénat a été, dans les années 2010, au travers de plusieurs rapports, un lanceur d'alerte, vraiment un lanceur d'alerte sur la pollution de l'air. Et en disant la pollution de l'air, ça coûte chaque année, selon la manière de l'évaluer, entre 2 et 4%, donc on a déjà le financement que tu nous demandes, entre 2 et 4% du PIB. Simplement, non, c'est pas simple, et notamment lorsqu'on est à Paris, dans les métropoles, au travers de ce retour via l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui peut être un effet très puissant. L'autre retour sur effort, on aurait pu en voir les conséquences si on avait été plus avancé en 2022. En 2022, les importations de pétrole, de gaz, un peu d'électricité, mais les importations de pétrole et gaz essentiellement, ça nous a coûté 116 milliards. C'est les conséquences de la crise énergétique, pudiquement, donc c'est les conséquences de la guerre. On s'est coupé de notre principal, nous Européens, principal fournisseur de pétrole, de gaz et de charbon, et la rupture, elle s'est faite en l'espace de quelques mois. Usuellement, bon an, mal an, la facture d'import de la France, c'est aux alentours de 50 milliards. 2% du PIB. Là, on est monté à plus de 4% du PIB. Vraiment, ça a été un choc macroéconomique massif. Donc le raisonnement, il est simple à tenir. Finalement, chaque mètre cube de gaz qu'on n'a pas importé, chaque tonne de pétrole ou baril de pétrole qu'on n'a pas importé, évidemment, réduit les pressions qui peuvent s'exercer sur, encore une fois, un pays qui est totalement dépendant dans ces domaines. Et ce retour sur investissement, on peut le chiffrer à la fin en vrai argent. Donc le vrai argent, dans notre collectivité, c'est de l'argent qui, in fine, est à Bercy ou non. C'est de l'argent qui va accroître ou non la dette publique. Et retenez bien que la dette publique, elle a augmenté de 1 000 milliards en un peu plus de 10 ans. Et je termine dans 1 minute et 12 secondes le raisonnement, parce que je veux terminer sur vraiment du vrai argent. C'est-à-dire de l'argent qu'on aura toutes et tous, alors peut-être moins si on a des cheveux blancs, ce qui est mon cas, mais si on est à peine sorti de Dauphine, cet argent, d'une manière ou d'une autre, il faudra le rembourser. Et donc, on a une dette de 3 000 milliards. Au début de la précédente décennie, on était à 2 000 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé toute une série de choses. Notamment, il y a eu la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, on considère, mais c'est impropre, que c'est une crise qui a des motifs multiples, mais dont l'élément déclencheur est une taxe carbone. Factuellement, c'est faux. En fait, l'élément déclencheur, c'est qu'on a un doublement du prix du pétrole entre 2016 et 2018. Évidemment, on n'a pas été très malin. On a mis une taxe sur un sous-jacent qu'on ne maîtrise pas. Le prix du pétrole, il est fractal depuis pas loin de 20 ans. Et donc, on a eu la bonne idée de mettre une taxe dessus. Et donc, le système a explosé. Et on n'a jamais été aussi près de voir la République mise à bas. Et ça a eu des conséquences budgétaires extrêmement lourdes. Deuxièmement, la crise Covid, et si vous lisez la littérature, et qui désormais est très très dense, qui explique la relation entre la pollution de l'air et les tensions qui ont eu lieu sur les systèmes de santé, on est toutes et tous pneumologues, hein, on a payé pour ça. Et donc on sait que dans les environnements, notamment les métropoles dans lesquelles l'air était pollué, assez logiquement, il y a eu plus de facteurs de comorbidité, donc plus de tensions sur les systèmes de santé, donc des confinements plus longs et du quoi qu'il en coûte, qui a vraiment coûté beaucoup. Si vous regardez la dette publique avant le Covid et après le Covid, il y a un delta d'à peu près 400 milliards. Et puis, troisième crise, et toutes ces crises se sont enchaînées, Vladimir nous fait des misères, on s'arrange comme on peut, il faut à nouveau sortir le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il a été vraiment très coûteux. À nouveau, le prix à la pompe, pas loin de 10 milliards. Et puis, les boucliers divers, et notamment sur le gaz. Et donc, la conclusion de ce raisonnement, c'est que si nous avions été plus décarbonés, évidemment, on aurait pris notre due part dans l'effort pour réduire la pression sur les écosystèmes et globalement les dérèglements climatiques, mais on aurait eu un payback ici et maintenant, et non pas dans 15 ans, dans 20 ans, ou diffus globalement. Et tant qu'on ne parviendra pas à penser ce payback local, qui encore une fois est du vrai argent, alors sans parler évidemment de choses qui sont mesurées plus classiquement et pour lesquelles il y a toute une série de travaux qui sont plutôt positifs, sur la valeur ajoutée localement, sur les emplois, etc. Et puis, si vous êtes le club transition, c'est que vous avez d'ores et déjà bénéficié dans votre job de ces métiers nouveaux. Mais si on ne parvient pas à comprendre cette logique délétère,
eh bien évidemment, on va considérer qu'il est urgent d'attendre. La politique publique en ce moment est en train de raboter quelques milliards. Ça ne va pas changer le monde ni la transition, mais en tout cas, ce n'est pas un signal qui va concourir à l'accélérer, et on se trompe, me semble-t-il. Merci pour cette analyse très Donc la très conclusion, éclairée. c'est que ce que tu nous proposes de financer, c'est un très bon deal. Foncièrement, c'est un très bon deal. D'accord. Ça, faut aussi intégrer les synergies. Ouais, je compléterai. Waouh, si c'est bon. Pardon. Je compléterai juste en disant que effectivement là vous êtes un peu avancé. C'était justement une des parties, mais ça n'a aucun impact évidemment. Mais on va justement revenir. Ça paraît très important de rappeler les avantages qu'il y a à faire cette transition. Et là vous en avez évoqué déjà certains et on va pouvoir compléter plus tard. Voilà. J'ai divulgaché. On vous redonnera pas la parole plus tard. Peut-être du coup, voilà, on va pouvoir aussi maintenant s'intéresser aussi à nos deux autres intervenants, donc Monsieur Verset de BPI France et Madame Merer de l'ADEME Investissement, des profils et des entités très complémentaires, puisque évidemment pas mal d'argent public sert notamment à financer les infrastructures dont on a besoin pour décarboner, mais évidemment il y a tout un pan aussi du travail à accomplir qui est sur accompagner les entreprises déjà existantes, les entreprises historiques, nos industries historiques qui ont besoin d'être formées et qui ont besoin d'être conseillées pour avoir et développer des modèles de plus en plus vertueux et ensuite trouver des solutions aussi innovantes et nouvelles qui apportent des technologies dont les innovations peuvent servir ensuite à l'économie pour décarboner. Donc peut-être dans un premier temps, on va commencer avec vous, Madame Merer, mais l'idée et la question est la même pour vous deux. L'idée, ça serait de comprendre en tant qu'agence publique de quels moyens vous disposez aujourd'hui et à quelle fin, et de comprendre également si vous avez des critères particuliers de financement, d'accompagnement prioritaires sur certains secteurs, par exemple. Alors, en termes de moyens, je vais juste faire un petit dézoom au niveau de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui a un budget de 4 milliards, un peu plus de 4 milliards d'euros, un budget qui est multiplié par 4 d'ailleurs dans les 4 dernières années, ce qui est plutôt bon signe, qui montre un engagement dans les sujets de la transition. Et ce budget de l'ADEME, qui est un budget annuel, est principalement fléché vers des aides d'État, donc des subventions ou des avances remboursables qui vont accompagner des projets des entreprises sur les phases de recherche et développement, de pilotes, de démonstrateurs. Alors, depuis les 2-3 dernières années, également des subventions sur les phases de déploiement. Je pense que j'y reviendrai quand on parlera rentabilité de projet, parce que ça fera partie, je pense, des thématiques qu'on abordera plus tard. Mais donc voilà, donc côté ADEME, Agence de la transition, un budget d'environ 4 milliards. Alors peut-être pas par an cette année, peut-être plus l'année prochaine, puisque ça augmente quand même pas mal sur les dernières années. En ce qui concerne l'ADEME Investissement, on a une enveloppe de 400 millions d'euros qu'on a vocation à investir au capital de société. Donc on a un positionnement qui est de type fonds d'infrastructure, c'est qu'on va aller principalement sur des sociétés de projet, donc des sociétés qui sont dédiées au portage d'infrastructures ou d'équipements. On reviendra sur quelques exemples un peu plus tard pour pouvoir illustrer cette thématique. Et donc, on est investisseur au capital de ces sociétés avec un positionnement d'investisseur avisé, c'est-à-dire qu'on vient aux conditions du privé, pour se distinguer de l'action de l'ADEME qui est plutôt sur les aspects aide d'État. Donc, ce qui veut dire qu'on vient aux conditions du privé, à côté de privé, et ce qui va nous distinguer, c'est la capacité à prendre du risque. Donc, on a parlé de la rentabilité et du fait qu'il fallait trouver les rentabilités pour ces investissements, avec une vision très macro, pardon, j'ai un petit doute. Monsieur Geoffron, j'allais dire Monsieur Geoffroy, mais j'avais un doute. Monsieur Geoffron, pardon. Et au niveau des entreprises, on a aussi une attente. On attend une attente de rentabilité au niveau des entreprises, donc versus micro au niveau des entreprises. Et notre différenciation, c'est la capacité à prendre du risque. Donc nous, on va aller comme vous le disiez, sur des sujets plutôt innovants. Alors innovation au sens de premier déploiement commercial. On ne finance pas de la R&D côté ADEME Investissement. On va financer le déploiement de nouvelles technologies, de nouveaux modèles d'affaires dans tous les secteurs de la transition écologique. Donc là, on n'a pas de critères en termes de secteur et sur des structures plutôt projets comme je l'évoquais plus tôt. Notre différenciation, et juste pour finir, et c'est la raison pour laquelle on s'est créé dans l'écosystème de l'ADEME, c'est qu'on s'appuie sur l'expertise de l'ADEME, donc les experts sectoriels de l'ADEME, et c'est ça qui nous permet de prendre du risque. Et l'autre avantage, c'est qu'on vient avec ce tampon ADEME, dont on espère qu'il a un peu de crédibilité, et ce qui permet de jouer un rôle de catalyseur dans les projets qu'on accompagne.
Ce qui est clairement le sujet, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure d'intéresser les acteurs privés, souvent quand on a l'ADEME ou la BPI présents dans les projets, c'est souvent aussi un gage de confiance et ce qui aide aussi les acteurs du privé à aller un peu plus vers ce type d'investissement. On est dans une logique d'effet de levier, je pense j'imagine qu'on en reparlera, mais l'idée c'est vraiment d'aller accompagner le privé et partager le risque avec du privé sur les phases un peu risquées. Tout à fait. Monsieur Verset, sur la BPI, on sait qu'il y a pas mal d'étudiants dauphinois ici en master qui, à un moment ou un autre, vont se poser la question aussi de qu'est-ce que je fais après. Donc peut-être l'ADEME, peut-être la BPI. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Le partenariat public-privé, c'est toute la vie de BPI France. Notre job à nous, c'est effectivement d'avoir un effet d'entraînement sur le privé. Et donc, on est prêt à relever le deal que vous nous proposez pour embarquer 70 milliards par an. Je fais juste une petite précision, nous ne sommes pas agence publique. BPI, vous avez présenté agence publique, nous sommes une banque publique d'investissement. C'est important parce que c'est important pour le métier que nous faisons, puis c'est important aussi pour notre régulateur, la BCE, qui nous régule au même titre d'ailleurs que toutes les autres banques, BNP Paribas, Société Générale, etc. Ceci dit, le plan climat chez BPI France, c'est 3 grands piliers, si je dis rapidement. Donc, BPI France focusé sur l'accompagnement des entreprises. 3 grands piliers. Un, c'est accompagner le développement de toutes les ENR. Voilà, les panneaux photovoltaïques que vous voyez sur les toitures ou les grands champs de solaire, on le fait. On finance les éoliennes terrestres, offshore, on finance la biomasse, on finance la méthanisation, etc. Ça, c'est comment on accompagne la décarbonation de l'ensemble des énergies de notre pays. Première chose. La deuxième, c'est, et ça rejoint un petit peu ce que disait Karine, on a un rôle d'aller chercher de l'innovation, et d'aller chercher ce qu'on appelle des green tech, des clean tech, on les appelle un peu comme on veut, mais c'est finalement des startups qui vont apporter des solutions nouvelles pour accompagner la transition des PME un peu plus classiques, parce qu'on sait que tout ça va aussi passer par l'innovation. Donc un de nos jobs à nous, c'est d'aller chercher dans les labos les innovations de rupture et d'accompagner les porteurs de projets pour en faire des sociétés, des projets entrepreneuriaux que nous accompagnerons ensuite en financement. Et puis le troisième, c'est le plus compliqué, c'est le plus ambitieux, c'est ce qu'on appelle, nous, le porte-à-porte de maths, c'est d'accompagner le plus de PME et de TI sur les territoires dans leur transition, en leur expliquant tout ce que vous venez de dire et en leur disant il n'y a plus trop le choix aujourd'hui, il faut y aller. Et globalement, d'ailleurs, ce que nous disent les PME, c'est qu'elles sont prêtes, elles ont compris qu'il y avait une urgence dans la mise en transition, par contre, elles ne savent pas comment faire. Voilà. Et c'est là où notre job est important. Et je m'arrêterai peut-être là, on reviendra sans doute dessus, mais on intervient ensuite à travers 2 grandes familles. L'une, c'est l'accompagnement, l'autre, c'est le financement. L'accompagnement, on a une gamme, en gros, de conseils, de diagnostics sur étagère qu'on propose aux PME, aux ETI, en leur disant il faut que tu te décarbones, tu ne sais pas comment faire. Nous, on a des diags à disposition et on te met en contact avec un bureau d'études qui va travailler avec toi sur ton sujet de bilan GES, de flux, d'analyse des flux énergétiques de ton entreprise, etc., etc. Et on l'aide à poser un plan stratégique, et on l'aide à lui donner une ligne directrice, et ensuite on l'aide à suivre l'ensemble des KPIs qui sont liés à ça. Donc ça lui donne le chemin. Et une fois qu'il a le chemin, il lui faut des sous, en général. Et c'est la deuxième partie, c'est notre capacité à leur prêter de l'argent à travers un certain nombre de produits très différents. Ça va de la sub en passant par de la garantie bancaire jusqu'au prêt vert pour leur apporter des solutions de financement plutôt longs et avec des différés d'amortissement qui leur permet aussi d'avoir, parce qu'on sait que le retour sur investissement n'est pas immédiat, et donc d'avoir une capacité d'endettement peut-être un peu plus forte que s'ils n'avaient pas ces produits spécifiques. Voilà, et on le fait d'ailleurs avec l'ADEME, puisque en fait nos 2 établissements, on pourrait dire, sont presque cousins, et on a co-construit toute cette gamme d'interventions, que ce soit de la gamme conseil ou une partie de la gamme financement, ensemble, avec le savoir-faire de l'ADEME, avec notre capacité d'intervention, force de frappe sur le terrain. Et on a des produits un peu magiques, d'ailleurs, il faut le dire, qui nous permettent d'accompagner, on va dire, de faire passer le sujet d'investissement en priorité chez les chefs d'entreprise. Merci beaucoup. On souhaitait prendre 2 exemples sectoriels par la suite. Donc, on voulait creuser les sujets de l'énergie et du transport et de la mobilité. Mais on s'était dit peut-être qu'avant, ça serait intéressant de faire un petit tour avec toi, Guillaume,
de l'ensemble des secteurs et ensuite d'aller creuser ces deux secteurs-là un peu plus spécifiquement. Ouais, du coup, avant de commencer, on va faire un retour en arrière parce qu'on a oublié une slide. Voilà. Mais ça n'a aucune importance. Tout à l'heure, on vous a parlé de montants du coup, qui étaient à prévoir de la part des investissements publics à prévoir pour atteindre la neutralité carbone. Donc je vais te laisser commenter cette slide, Guillaume, mais ça me paraît important de mettre en regard ces 50 milliards d'euros face à d'autres montants, parce que c'est pas forcément... Ouais, évident. très brièvement, c'était juste pour vous donner des ordres de grandeur qui parlent plus que les énormes chiffres que je vous ai donnés. Donc effectivement, quand on parle de 50 milliards, ça se compare à quoi? Alors typiquement à d'autres dépenses publiques. Il faut savoir que c'est moins du coup que ce qu'on a mis sur la gestion de la crise sanitaire Covid en 2020. Ça, c'était 70 milliards par an. Donc ça, c'est le bleu ciel que vous avez au milieu. On pourrait comparer aussi ça à l'argent, vous l'avez mentionné, qu'on a mis sur la gestion de la crise énergétique et notamment ce qu'on a dépensé en bouclier tarifaire de différentes natures. Ça, c'est à peu près le même ordre de grandeur, 70 aussi, on a mis 150 sur 2 ans à peu près. Après, on peut se comparer à d'autres choses, on peut se comparer à des investissements positifs qu'on a décidé de faire dans notre avenir. Donc ça, c'est le budget, par exemple, de l'éducation. On investit dans notre futur sur l'éducation. On pourrait investir aussi sur le futur de notre environnement. Puis voilà, je détaille pas tout. Il y a des trucs un petit peu plus provocateurs sur ce graphe, mais je vous laisserai vous faire votre propre idée de ce qu'on pourrait transvaser là-dedans. On peut quand même les lire à haute voix parce que je pense que ça se voit pas forcément bien. Mais donc il y a une petite. Oui, c'est équivalent à ce qui est versé aux dividendes. C'est pas des choses directement comparables, mais c'est le dividende versé aux actionnaires en 2019. C'est la fraude fiscale qui est le double aujourd'hui de ça. Donc on va dire, c'est des idées sur des endroits où on pourrait essayer de récupérer des formes de budget qu'on pourrait réinvestir ensuite. En tout cas, je pense que ce genre de graphique, c'est juste pour rappeler aussi qu'il y a une réponse clairement politique à apporter à la transition écologique. Voilà, mon propos n'est pas du tout forcé. Oh, pardon. Je m'y perds. Et du coup, tu voulais parler des... Ouais, oui, donc là, on va se pencher à présent sur une étude un peu plus sectorielle des investissements. Donc avant, comme le disait Vincent, de parler du secteur de l'énergie et du secteur du transport. Avec Guillaume, on va faire un petit état général des financements nécessaires dans chaque secteur émetteur de gaz à effet de serre. Ouais, pareil, on va aller super vite pour gagner du temps sur la discussion avec des exemples concrets qui, je pense, c'est intéressant aussi. Et juste, donc, quand on prend les 250 milliards dont je vous parlais d'investissement total, on voit que c'est très concentré, notamment dans 2 secteurs que sont les transports et les bâtiments. C'est quasiment la moitié sur les transports. Et si vous ajoutez les bâtiments, on arrive à les 3/4, un truc comme ça. Donc pourquoi ça? Parce que c'est des secteurs qui sont très massifiés. C'est des secteurs où on parle tout de suite en millions de véhicules et de mètres carrés à rénover. Donc c'est essentiellement pour ça que c'est là où il y a le plus d'argent au total. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en surinvestissement. Donc là, si tu mets la slide d'après, sur les 70 milliards d'efforts supplémentaires. Alors, vous allez me dire, c'est les mêmes qui ressortent, c'est le même trio, même quatuor de tête, mais avec un poids beaucoup moins prédominant des transports. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, alors, si on fait, ce ne sera pas le cas si on fait un switch purement technologique où on dit ne changez rien à la manière dont on se déplace, simplement remplacez vos SUV par des SUV électriques. Si on fait ce genre de transition, ce que je vais dire ne tient pas. Mais si on fait une transition telle qu'on l'apporte à l'Institut, où en gros on s'assure de faire un maximum de report modal vers le train, le vélo et d'autres, pour réduire la place de la voiture dans nos transports. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le scénario de transition, on arrive à réduire d'à peu près 20% les tailles de flotte en circulation, et ça, c'est autant d'investissements en moins à faire dans la transition, dans le scénario de transition par rapport au scénario tendanciel, et ça réduit d'autant le surcoût du secteur transport là-dedans. Et après, on peut regarder vite fait les surinvestissements
publics. Et là, on voit que c'est vraiment le bâtiment en fait, qui écrase un peu le reste. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, c'est un secteur massifié, donc les investissements totaux, les bâtiments représentent une part très importante, mais c'est aussi un secteur où la part le ratio public-privé est particulièrement élevé, contrairement à l'énergie, par exemple, qui, vous le voyez, avant était troisième. Là, c'est 3 milliards, c'est quasiment rien d'argent public, d'efforts publics supplémentaires à mettre dans l'énergie, parce qu'on est sur des technologies beaucoup plus matures, déjà beaucoup plus rentables, qui sont proches de la parité avec le reste des technologies et qui du coup nécessitent beaucoup moins d'accompagnement. Voilà. Super. Peut-être avant de commencer, je voulais faire une petite digression sur qu'est-ce que ça signifie décarboner les industries. Alors je vous ai fait un schéma, vous m'excuserez, il n'est pas très beau, mais j'ai voulu le faire assez efficace. L'idée étant simplement de rappeler un peu où se situent en fait les leviers dans la chaîne de valeur. Donc imaginons que nous sommes l'usine au milieu et qu'on cherche à décarboner ces activités. Il y a déjà le premier sujet, c'est le sujet des matières premières qu'on va utiliser. Évidemment, les matières premières, pour les extraire, ça va générer des émissions. Le sujet de l'énergie qu'on va utiliser également. Ensuite, au niveau du processus industriel, lorsqu'on transforme, je sais pas, par exemple, on est à Saint-Gobain, on produit du verre, on a besoin de sable, l'extraction du sable, on a besoin du gaz pour chauffer à 1500 ou 1700 degrés. Tout ça génère évidemment pas mal d'émissions. Il y a le sujet ensuite du transport, une fois que les produits sont finis, est-ce qu'on peut trouver aussi des leviers là-dessus. Et enfin, la fin de vie, donc que ce soit dans l'industrie, il y a des coproduits qu'on ne sait pas encore recycler, réutiliser, et les déchets issus de la consommation, comment on crée des nouvelles filières pour recycler certains déchets qu'on n'est pas encore capable de recycler. Ça se traduit du coup de cette manière-là. Alors, les petites entreprises, les petites usines vertes sont pour symboliser les start-up, voilà. Pour vous, Madame Merer. L'idée étant de dire, le triptyque classique qu'on met en avant quand on parle de décarboner les industries, c'est le sujet de la sobriété, le sujet du mix énergétique et le sujet de l'efficacité énergétique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, notre panel des trois intervenants sont assez complémentaires là-dessus. Chacun a un peu son rôle à jouer sur chacun de ces leviers. Le sujet de la sobriété, quand on se place d'un point de vue des matières premières, c'est souvent en fait comment on arrive à produire mieux avec moins. C'est toujours un peu l'enjeu de se dire finalement si j'utilise moins de sable, en fait j'ai dû en extraire moins, donc les émissions indirectes sont plus faibles. Le sujet du mix énergétique, c'est toujours comment on sort des énergies fossiles et on va vers des énergies de plus en plus renouvelables, et comment ensuite on accompagne les entreprises pour adopter ces nouvelles méthodes. Et enfin, le sujet de l'efficacité énergétique, ça c'est l'adage qui dit que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Finalement, on a beau consommer une meilleure énergie parce que renouvelable, finalement, moins on en consomme, c'est quand même mieux. Ensuite, il y a évidemment le sujet du transport qu'on va creuser après, et puis le sujet de mettre en place des nouvelles filières pour recycler des déchets que nous ne sommes pas encore capables de recycler. Peut-être du coup pour commencer et creuser le sujet de l'énergie, Guillaume, est-ce que tu peux nous donner un peu très rapidement le contexte des principales problématiques qui entourent ce secteur ? Yes. Alors décarboner l'énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire décarboner l'ensemble des vecteurs énergétiques qu'on utilise. Et donc vous avez typiquement l'électricité, le gaz et la chaleur. Et donc il va falloir travailler sur chacun de ces vecteurs. Globalement, décarboner la production d'énergie, ça veut dire aussi électrifier un max de choses, un maximum d'usages, tout simplement parce que produire une électricité décarbonée, c'est beaucoup plus simple que produire un gaz décarboné typiquement. Donc à chaque fois qu'on va le pouvoir, on va avoir tendance à vouloir électrifier les usages. Donc c'est vrai un peu dans l'industrie, même si c'est pas le plus facile à faire. C'est vrai beaucoup dans les transports. Et pour ça, il va falloir des productions, des capacités de production d'énergie décarbonée, enfin d'électricité décarbonée plus précisément. On a une alerte à la bombe dans la... Non, c'est bon. Donc produire de l'électricité décarbonée, c'est quoi ? Ça va être typiquement des énergies renouvelables type photovoltaïque, éolien, onshore, offshore, et ou du nucléaire. On peut avoir un débat politique
sur la part respective qu'on donne à ces deux grands ensembles. Je ne suis pas là pour le trancher. Sachez que RTE, qui est l'opérateur de réseau de transport d'électricité en France et le garant de l'équilibre offre-demande sur le réseau, a fait une très belle étude à 2050 avec tout un tas de scénarios où il démontre globalement que tout est possible en fait, entre un mix 100% ENR et une relance du nucléaire. Les deux sont possibles. Les deux assurent l'équilibre, la sécurité énergétique électrique de la France. Les coûts d'investissement ne sont pas si différents que ça, à peu près 10% d'écart entre le scénario médian et le plus faible et le plus bas. Donc ça, c'est un débat politique. Il a été tranché relativement de facto par le gouvernement et le président avec une décision de relance. Mais voilà, on peut en discuter. Quoi d'autre vous dire? Je pense que c'est essentiel aussi de rappeler, vous l'avez dit, mais qu'il faut travailler sur la sobriété de consommation à des secteurs aval. Sinon, on a des réels soucis très rapidement sur plusieurs choses, sur les ressources, notamment les ressources métalliques dont on a besoin pour faire ces scénarios de transition, peut-être qu'on en reparlera, et sur aussi les pentes de déploiement industriel nécessaires pour typiquement déployer suffisamment rapidement les capacités installées de renouvelables typiquement. Quand on est dans des scénarios purement vision technologique, sans sobriété, on se rend compte que c'est juste complètement irréaliste en termes de rythme de déploiement et de ressources. Merci. Alors du coup, le retour du schéma. L'idée, c'était donc là de comprendre qu'on se situe au point 2 principalement pour se focus sur l'énergie. On le disait tout à l'heure, il y a des vrais enjeux autour de l'électrification de l'économie. Peut-être on va commencer par vous, M. Geoffon, c'est votre secteur de prédilection. Vous, aujourd'hui, la France, où est-ce qu'on en est? Tout à l'heure, on disait également que la France était un cas un peu particulier parce que, comparé aux autres pays, on était un des pays les plus décarbonés au niveau de l'énergie du fait de la forte présence du nucléaire. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Comment on continue? On voit il y a pas mal de petites technologies. La première fois que je vous ai rencontré, c'était une conférence où vous parliez des SMR. Il y a pas mal de petites choses qui se passent. Selon vous, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est en retard sur le sujet de la décarbonation de l'énergie? Ou est-ce qu'on est en avance comparé à d'autres pays? Et quelles sont, selon vous, les technologies les plus prometteuses que vous voyez arriver? Et peut-être... En 3 minutes après le conducteur. Alors, plusieurs choses. Bon, Guillaume a dit l'essentiel, donc je vais m'appuyer sur ce qu'il nous a présenté. Donc, le défi dans une France qui, certes, est moins carbonée que ses voisins, mais qui émet quand même chaque année environ 400 millions de tonnes de CO2. Il y a évidemment beaucoup de chemin à faire. Et RTE, dans ce à quoi tu faisais référence, donc, nous dit qu'on va grosso modo en 2050 vers une France qui devra être plus efficace. Donc schématiquement, c'est moins d'unités d'énergie et c'est beaucoup plus d'électricité. L'électricité aujourd'hui, si on va avoir un ordre de grandeur, ça pèse à peu près un quart de nos consommations énergétiques, enfin en tout cas du bilan énergétique. Si on dit les choses de manière un peu grossière, il faudra que ce soit plus de la moitié et donc on a toute une série de défis. Comment consommer moins d'énergie? Effort d'efficacité, effort de sobriété, ça a déjà été évoqué, mais comment produire plus d'électricité et sensiblement plus d'électricité, et sachant que cet objectif, on ne peut pas le réaliser entre 2045 et 2050, parce qu'on n'est pas indifférent au CO2 et au méthane accessoirement, mais en tout cas au CO2 qu'on va émettre d'ici là. Le CO2, si vous êtes venu avec un moteur thermique à Dauphine, les quelques kilos de CO2 que vous aurez émis pour venir à cette conférence, ils pèseront encore sur... l'effet de serre au 22e siècle, 23e siècle. Donc, on a une course contre la montre. Donc, le problème qui se pose à notre collectivité, c'est comment rapidement parvenir à tenir finalement relever ces différents défis et notamment à produire plus d'électricité. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça devient compliqué notamment parce qu'il s'avère qu'on est un pays dans lequel on a eu le sentiment d'avoir fait des miracles, certes, au XXe siècle, et de pouvoir considérer que l'avenir peut s'inscrire simplement en continuité. Ce n'est pas le cas.
on a vu que nos réacteurs nucléaires, pour certains d'entre eux, ont eu des défaillances, ou en tout cas ont révélé des risques au pire moment à l'hiver 2022-2023. Donc on a déjà un premier chantier qui est de réussir ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire de réinvestir massivement dans les réacteurs actuels de telle manière à prolonger leur durée de vie. Ce qui peut s'envisager sans doute sur une période assez longue si on observe la perspective dans laquelle sont les Américains, jusqu'à 80 ans peut-être plus. L'autre défi, c'est qu'il va falloir également, c'est la perspective qui a été ouverte par le président de la République, produire du nouveau nucléaire. Alors c'est là que ça se corse un peu, parce que le nouveau nucléaire, il est toujours à J-1 d'ouvrir ses Flamanville, et il finira bien par ouvrir, et donc il y aura une deuxième série d'EPR modifiée par rapport au design initial, etc., de telle manière à gagner en efficacité dans le délai de déploiement et à être moins coûteux, et en tant que tel, c'est un défi. Il y a peut-être d'autres réacteurs, d'autres types de réacteurs nucléaires. Il se trouve qu'on en parlait avec un de mes camarades tout à l'heure, des SMR, donc des petits réacteurs modulaires. Alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire petit, mais en tout cas ça peut vraiment être petit. Donc en tant que tel, ça pourrait être intéressant, notamment pour produire de la chaleur pour un environnement industriel. Mais bon, on est à l'état, disons, de prototype, même si les déploiements pourraient être assez rapides. Et puis surtout à court terme, parce que l'objectif, encore une fois, n'est pas uniquement d'atteindre, enfin c'est in fine d'atteindre la neutralité en 2050, mais il y a des objectifs à très court terme en 2030. Et si on veut produire plus d'électricité à 2030, il faut qu'on déploie des renouvelables. Et les renouvelables, c'est des machins assez différents, évidemment, de grandes centrales telles qu'on les a déployées jusque-là. Notamment, ça mobilise du foncier, donc il faut qu'il y ait des débats publics et une acceptation, et qu'il y ait le sens de l'effort collectif qu'on doit faire. Et si on parvient à faire ça, eh bien on parviendra à accompagner les transferts d'usage. Donc transfert d'usage, c'est véhicules thermiques, véhicules électriques, mais en ayant bien à l'esprit qu'on ne va pas remplacer un pour un. C'est totalement impossible pour des tas de raisons. Ce sont des pompes à chaleur, ce sont des électrolyseurs dans l'industrie, mais pour ça, il nous faut plus d'électricité. Et comme nos voisins vont avoir également besoin de plus d'électricité, et qui, en le disant ou sans le dire, ils comptent sur nous pour en produire aussi et leur en vendre, eh bien, voilà, c'est tendu. Il y a un grand chantier industriel, et puis un grand chantier également démocratique. Je terminerai là-dessus. J'ai fait partie de l'équipe qui a accompagné la Convention citoyenne pour le climat, qui était un très grand débat dans lequel on n'a pas parlé, on a parlé en fait assez peu d'énergie, mais de fait on a parlé de la manière de prendre des décisions démocratiquement dans une société qui est en transformation profonde, et bien parvenir à produire plus d'énergie chez nous et plus d'électricité, c'est le premier des défis. Merci beaucoup. Peut-être Monsieur Verset, c'est vrai que vous, votre positionnement, il est assez intéressant et particulier à la fois, parce que c'est vrai que quand on parle aussi d'accompagnement d'entreprise, on est à la fois au point 2 et au point 3, c'est-à-dire que comment on accompagne des entreprises du secteur de l'énergie déjà à changer, à transitionner leurs propres activités. Et ensuite, vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'ensemble des diagnostics que vous fournissez aux entreprises, comment on aide les entreprises à aller adopter du coup ces nouvelles énergies produites. Est-ce que peut-être vous pourriez, pour illustrer les activités de BPI France, nous donner quelques exemples concrets que vous avez pu faire ? Avec plaisir. Bon, je m'aperçois d'ailleurs que sur le schéma BPI France, on intervient dans beaucoup des thèmes, de la start-up jusqu'à l'usine bien installée. Je partage tout ce que vous venez de dire, et nous on considère chez BPI France que on a lancé l'électrification des véhicules, et que un des grands chantiers qui nous attend, c'est l'électrification de l'industrie. Et ça sera un chantier compliqué et long, mais on s'y attelle. Et on est aussi sur des sujets d'ailleurs de SMR tels que vous les avez décrits. Oui, quelques cas concrets de ce que l'on fait. Il y a une entreprise, par exemple, dans le centre Val-de-Loire qui s'appelle Ménarcato, qui est une PME familiale, industrielle, qui a 50 salariés et dont le métier est finalement de concevoir et de produire des textiles performants, techniques. C'est finalement, vous savez, les moquettes que vous retrouvez dans vos coffres de voiture, voilà, ou les feutres acoustiques qui sont dans l'habitacle de la voiture, c'est eux qui fabriquent ça. Et donc ils ont beaucoup de clients automobiles, dans le BTP aussi, dans l'industrie de manière générale. Et cette entreprise, on l'a accompagnée pendant des années au titre de l'innovation. Elle était déjà dans un état d'esprit RSE, puisque
Elle commençait à éco-concevoir d'ailleurs des tissus à base de rejets plastiques. Donc on l'avait accompagnée à ce titre-là à travers de la R&D. Et puis on a été la voir en lui disant, bah voilà, maintenant il serait peut-être temps de toi-même te mettre aussi en transition, toi-même te décarboner. Et on lui a proposé, ce qu'on fait d'ailleurs assez souvent quand c'est un premier contact lié à la transition, on lui propose la mise en place d'un diag écoflux. Et le diag écoflux, c'est quoi en fait? C'est un bureau d'études qui vient pendant 12 mois glissant dans la boîte, dans l'entreprise, et qui scanne l'entreprise et qui analyse tous les flux du site en question, des flux liés à l'eau, à l'électricité, aux déchets, aux matières, etc., etc. Et ensuite, il y a tout un travail de comment on travaille pour diminuer la consommation, puisque là, c'est le premier sujet, effectivement, et ça aussi, vous l'avez dit, c'est travailler sa décarbonation. Ça commence déjà par baisser sa facture énergétique, en tout cas sa capacité à consommer de l'énergie. Et donc on l'a accompagné pendant quelques mois, on a mis en place ce diagnostic, on l'a suivi, on l'a accompagné aussi en financement pour mettre en place un certain nombre de sujets un peu techniques, et à la fin c'est 30% de consommation en moins que cette petite PME a eu à constater au bout de 18 mois. Voilà, donc ça c'est très concret et ça rejoint effectivement le travail de fourmi que nous faisons, parce que vous imaginez, on fait baisser de 30% la consommation d'une usine, d'une PME de 50 personnes, il va falloir en voir beaucoup comme ça pour participer à l'ambition nationale qui est la nôtre. Mais on est plutôt fiers de ce que l'on fait. Et puis un deuxième exemple, c'est peut-être le groupe ITA qui lui est dans l'Aveyron, l'aviron c'est autre chose, et qui est plutôt spécialisé dans les moulages de bois et de mousse. Et en fait, leur job, c'est de faire du mobilier, de l'agencement dans les hôtels, c'est de faire les sièges des cinémas dans lesquels vous allez vous asseoir quand vous allez regarder un film. Et eux, ils produisent 800 000 pièces par an. 800 000 pièces par an, donc vous imaginez que pour eux, la consommation énergétique est un des postes de dépenses les plus importants. Et là aussi, on a développé avec eux un écoflux, un décarbonation. Alors décarbonation, c'est en fait un bilan GES qu'on fait dans l'entreprise. Et l'écoflux, le scan dont je vous ai parlé sur les flux énergétiques. Et là aussi, ils ont vu leur facture énergétique fortement baisser suite à cette action-là. Ensuite, on les a accompagnés en financement, on les a accompagnés sur tout un tas d'autres sujets. Mais ces deux exemples-là montrent bien que nous, notre rôle chez BPI France, au-delà d'accompagner les ENR, c'est aussi d'accompagner cette transformation, cette électrification de nos usines, mais aussi cette baisse d'abord de la consommation énergétique. Voilà, maintenant, on s'est donné l'objectif d'aller voir 20 000 entreprises telles que je vous les ai décrites là pour essayer d'avoir un effet accélérateur et de participer à cette ambition nationale. Un travail de fourmi, effectivement. Madame Merer, c'est vrai que du coup sur la partie décarboner notre énergie, il y a pas mal de sujets. Donc on l'a vu, électrification, faire adopter les bonnes pratiques, les bonnes méthodes et aussi électrifier les usines une par une. Il y a aussi le sujet, on est souvent confronté dans l'énergie au sujet du stockage, pas mal de petites problématiques qu'on a et qu'on doit résoudre. Et souvent ces solutions sont apportées par des entrepreneurs qui innovent et qui ont des idées assez géniales et qu'il va falloir accompagner et financer pour supporter les technologies qu'ils veulent mettre sur le marché. Peut-être pourriez-vous nous dire un peu avec l'ADEME quels sont les secteurs principaux que vous regardez dans l'énergie? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises qui aujourd'hui fournissent des solutions à des acteurs du secteur et qui trouvent ces technologies tout à fait pertinentes pour les aider dans leurs activités? Oui, tout à fait. Alors j'ai deux et peut-être même trois exemples en fait, qui vont permettre d'illustrer les thématiques qui ont été abordées un peu plus tôt. Premier exemple d'une société qu'on accompagne qui s'appelle BW Ideol, qui est basée à Marseille. Et là, ça répond au sujet qui a été mentionné plus tôt sur il faut qu'on produise plus d'énergie. Alors, ce que fait BW Ideol, c'est c'est une société d'ingénierie à la base qui a créé un concept de flotteur pour l'éolien en mer et qu'on accompagne. On a créé avec eux une structure qui va cofinancer du développement de projets éoliens flottants en France et à l'international. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un projet d'éolien flottant, c'est un projet qui fait entre 500 MW et 1 gigawatt, voire parfois plus. Donc on est sur un investissement qui se chiffre en milliards. Et la phase de développement, donc tous les frais qui vont précéder la construction du parc éolien flottant, ça peut monter jusqu'à 50 millions d'euros. Donc on est sur des investissements qui sont significatifs, sur une
technologie qui est encore assez nouvelle. Aujourd'hui, on a quelques pilotes en éolien flottant, mais on n'a pas encore de parcs commerciaux en flottant. Et donc, ce qu'on a souhaité faire en accompagnant BW Ideol, c'est d'installer un acteur français, une solution française sur le marché mondial. Et on les accompagne en cofinançant avec eux ces phases de développement qui sont encore risquées, sur lesquelles l'investisseur privé ne se positionne pas encore. Il n'y a aucun doute que la construction sera financée, mais ça sera dans 3, 4, 5 ans. Donc voilà, on a voulu se positionner pour les accompagner sur la phase de développement. Donc là, l'ADEME est seule sur ce projet? En fait, on a co-créé avec BW Ideol une structure, donc une structure projet, comme je le disais plus tôt, qui va financer le développement de projet. Donc on est en bilatéral avec le porteur de projet. Donc là, on est dans cette logique de comment on peut produire plus d'électricité. Vous l'avez tout à l'heure, l'électricité, c'est qu'une partie de la consommation d'énergie. Ce qu'on oublie parfois, on ne l'oublie pas, mais c'est vrai que les exemples sont parfois moins parlants, c'est la chaleur. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de la consommation d'énergie en France qui est de la chaleur, un peu en biomasse, beaucoup en gaz. Et donc le sujet de la chaleur renouvelable est un sujet assez important et on est assez content dans ce contexte d'avoir pris une participation au capital d'une société qui s'appelle Arverne Group, qui se positionne sur le secteur de la géothermie, donc l'extraction de chaleur à partir du sous-sol. C'est une société qui a de grandes ambitions, c'est un acteur très ambitieux pour faire de la géothermie profonde en Alsace, dans le centre de la France, qui a aussi une activité de forage, donc il y a un portefeuille de machines de forage, ce qui est aujourd'hui le bottleneck, donc le verrou, dans le secteur de la géothermie, ce qui aujourd'hui empêche le développement plus massif de la géothermie, c'est la disponibilité des machines de forage et aussi, accessoirement, la formation des foreurs. Donc on a bien aimé qu'Arverne s'investisse aussi dans l'activité de forage. Et troisième élément intéressant de cette société, donc là on sort un petit peu de la décarbonation de l'énergie, mais c'est une thématique qui n'est pas inintéressante puisque ça a été mentionné aussi, les ressources. Il s'avère que dans l'est de la France, il y a beaucoup de lithium dans les saumures géothermales. Et donc Arverne a vocation à faire de l'extraction de lithium géothermal à horizon, on espère, 2027. Donc en gros, les saumures qui remontent via l'extraction de chaleur sont filtrées d'une certaine façon pour en extraire du lithium. Donc on a une participation au capital de cette société qui développe actuellement des projets de géothermie profonde et va développer des projets de lithium d'ici 2 à 3 ans. Et je voulais rajouter un autre exemple aussi, puisqu'on parlait d'efficacité énergétique. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui touche aussi à l'industrie. On a accompagné des acteurs dans la décarbonation de l'industrie. Donc là, on accompagne des équipementiers qui fournissent des solutions, en l'occurrence de récupération de chaleur, dans un cas pour la stocker, la réutiliser dans le process industriel, et dans l'autre cas pour en faire de l'électricité. Donc ça permet de baisser la consommation d'énergie primaire. Et on met en place pour ces sociétés des schémas de tiers-financement. Donc c'est assez intéressant pour accélérer le développement des projets. C'est-à-dire que pour permettre à l'industriel de ne pas avoir à acheter l'équipement, alors j'ai pas le temps, j'adorerais développer le sujet, mais j'ai pas le temps, on met en place avec ces équipementiers des solutions, donc des sociétés de projet, encore une fois, qui vont acheter les équipements et vendre ensuite à ces industriels soit la chaleur, soit l'électricité, soit voir louer les machines, de façon à rendre l'investissement plus absorbable, lissé dans le temps. Et en l'occurrence, ça répond à des sujets de ROI, puisque les industriels veulent souvent des ROI très courts, et là on est sur des ROI un peu plus longs. Ils veulent du 3 ans, et là on est sur du 5-8 ans. Donc la finance permet de transformer ce sujet de ROI et donc de rendre l'équipement acceptable pour l'industriel. Donc voilà pour les 3 exemples qui me semblaient toucher les différentes thématiques qu'on avait pu aborder précédemment. Tout à fait. Monsieur Geoffron, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est à la fois la question du lithium, qui peut ouvrir sur une réflexion un peu plus large sur la manière dont il va falloir regarder dans notre sous-sol des matières premières susceptibles d'être utiles dans cette transition. Parce que finalement, si cette transition, elle vient nous couper de nos dépendances en matière de pétrole, de gaz, voilà un monde dans lequel on est très fragile et où on n'a pas que des amis. Il y a d'autres types de dépendances assez mécaniquement qui vont monter, alors qu'il ne faut pas confondre totalement. Du pétrole, on en a à l'heure actuelle statutairement, si je puis dire, puisqu'on fait partie de l'OCDE, on a 3 mois de stock à peu près. Si nos fournisseurs nous coupaient des approvisionnements en lithium, en terres rares, etc., notre économie ne s'arrêterait pas au bout de 3 mois, alors qu'elle s'arrêterait au bout de 3 mois si on nous coupait le pétrole. Mais néanmoins, il faut anticiper, donc c'est toute la question des minerais critiques et donc notre sous-sol, c'est ce que nous dit notamment le BRGM, a des ressources qu'il va falloir explorer plus précisément et éventuellement exploiter. Ça nous renvoie également à chaque fois à la question du débat public, parce que finalement il y a une acceptabilité à la fois pour les investissements industriels et les investissements miniers qui est resté au XXe siècle, et on n'imaginait pas d'avoir à redevenir un pays minier.
Et il y a un autre exemple dans ce domaine qui est la disponibilité éventuelle, c'est en cours d'investigation, de l'hydrogène blanc. Donc l'hydrogène blanc, c'est de l'hydrogène qui est disponible à l'état naturel et donc qui, alors évidemment, il est dans le sous-sol et donc on est là d'une logique qui passe d'une logique industrielle pour produire de l'hydrogène décarboné à l'heure actuelle, qui se fait assez largement, disons, via des électrolyseurs. Là, cet hydrogène serait disponible, je mets beaucoup de guillemets, sans transformation. Alors, ce qui pose évidemment d'autres questions sur les conditions d'extraction. C'est par ailleurs une matière première qui est assez explosive, donc ça peut soulever d'autres types de problèmes. Puis ensuite, il faudrait la transporter, etc., etc. Mais ce qui aurait pu apparaître comme un épiphénomène il y a 10 ans est en tout cas un sujet de grand intérêt. Merci. C'est vrai qu'effectivement, la question souvent posée, c'est est-ce qu'on remplace notre dépendance aux énergies fossiles par une dépendance aux matériaux rares? Une belle problématique. On va peut-être glisser doucement vers du coup notre dernier focus sectoriel, qui est celui de la mobilité et du transport, qu'on a déjà un petit peu abordé. Ça nous permettra d'aller peut-être un peu plus rapidement, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur la table ronde. Guillaume, est-ce que tu veux peut-être nous donner brièvement, simplement les problématiques qui entourent? Voilà, on a déjà évoqué le sujet plusieurs fois, et ensuite on fera le même exercice. L'idée est de comprendre voilà, quels sont les enjeux. On a parlé d'électrifier, de produire plus d'électricité. Encore faut-il que le parc ensuite soit électrifié et qu'on ait accès à des bornes de recharge, etc. Donc on a pas mal d'exemples d'investissement, on a pas mal d'accompagnement d'entreprises dans ce domaine-là. Donc voilà, peut-être Guillaume pour commencer. Ouais. Donc l'objectif numéro 1, c'est de réduire la part modale de la voiture et de l'avion dans nos déplacements. Donc ça va passer par différentes sous-actions qui vont être de développer les infrastructures alternatives. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens que la voiture, c'est pas bien, mais s'il n'y a pas de bus à côté de chez eux ou qu'on n'a pas les infrastructures ferroviaires ou de vélo, ça ne fonctionne pas. Donc il faut investir massivement dans ces infras alternatives. Il faut jouer en même temps, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bus ou un train. Il faut jouer sur la compétitivité prix respective entre ces différentes solutions pour rendre davantage attractifs les solutions qu'on a envie de mettre en avant, les solutions décarbonées. Donc, par exemple, je prends l'exemple classique, mais entre le train et l'avion, aujourd'hui, on est dans des situations complètement ubuesques où vous avez, si vous raisonnez, et c'est le cas de la plupart des gens, et parfois pour des bonnes raisons de budget tout simplement, uniquement sur des critères économiques dans vos choix de transport, et que vous voulez faire un Paris-Marseille ou je sais pas quoi, vous allez prendre l'avion. Bon, ça, c'est pas possible. On a aujourd'hui un niveau de taxation. Il n'y a pas de TVA sur l'avion, il y en a partout ailleurs. Il n'y a pas de taxe sur le kérosène, il y en a partout ailleurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles voilà, il faut jouer également pour que les moyens de transport qu'on veut mettre en avant soient économiquement attractifs. Et puis après, on peut jouer un petit peu sur la technologie aussi, parce qu'il y a des typiquement, alors c'est très naissant, et peut-être, je ne sais pas si vous avez ça dans vos portefeuilles, d'ailleurs, ça m'intéresse, mais il y a tout un segment intermédiaire de véhicules entre le vélo et la voiture qui, aujourd'hui, n'ont pas les infrastructures pour faire ça de manière un peu sécurisée, pour que ça décolle. Mais potentiellement, c'est vraiment un levier fort de la mobilité future. Et il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Voilà. Et pour tout ce qu'on ne peut pas switcher, il faut utiliser des véhicules les moins émetteurs possibles, donc les plus petits possibles, les plus décarbonés possibles. Et pour ça, à nouveau, il faut les infrastructures, donc il faut déployer des bornes de recharge. Et il faut aider le consommateur à faire ce changement de consommation. Tant que le CAPEX, le coût d'investissement d'une voiture électrique est bien supérieur à celui d'une voiture thermique, il faut qu'il y ait une intervention tout simplement du pouvoir public pour gommer ce delta et faire que les comportements soient possibles. Merci. Alors c'est vrai que du coup, sur tous ces sujets d'électrification, peut-être Monsieur Geoffron, sur
on se rend compte effectivement qu'il va falloir accompagner le parc vers des modèles plus vertueux, il va falloir mettre en place toutes ces infrastructures nécessaires. Est-ce que vous avez des vues aujourd'hui sur l'état de l'art en France, sur les bornes électriques? On entend souvent, on n'en a pas assez, on ne pourra jamais faire charger. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Alors, plusieurs choses. À nouveau, mais je ne fais que me répéter, on est dans une course contre la montre, enfin, pas uniquement parce qu'on a pris du retard, mais également parce que, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'on soit au rendez-vous des objectifs qu'on s'est fixés en 2030. Pour 2030, en matière de transport, on doit passer d'à peu près 130 millions de tonnes de CO2 à 90 millions de tonnes de CO2. En tout cas, c'est ce que nous a dit le SGPE, donc l'organe de l'État qui détermine ce type de scénario. Alors déjà, premièrement, si on parvient à le faire, eh bien, on évitera d'importer des dizaines de milliards d'euros de pétrole. Et à nouveau, dans la logique que j'ai essayé de dessiner au départ, c'est un point qui est tout sauf négligeable. Il ne faut pas uniquement regarder les investissements. À partir de là, il y a plusieurs leviers, mais je vais simplement préciser ce que nous a dit Guillaume. Donc, il y a du report modal, évidemment. Plus de trains, c'est mieux qu'à peu près quoi que ce soit d'autre. Mais enfin, la part modale du train, aujourd'hui, en matière de fret, on est à 10%. En matière de transport d'humains, on est à 15%. Et donc, même si on fait x2, il y aura une partie extrêmement importante du problème qui va rester ailleurs, sur la route notamment. Mais en tout cas, le premier levier, c'est le report modal. Le deuxième levier, c'est l'intermodalité ou la multimodalité. Il faut mieux combiner les moyens de transport de telle manière à ce qu'il y ait de la fluidité et à ce qu'on ne considère pas en dernière analyse que le mieux finalement c'est de garder le moyen sur lequel on a la main, qui est sa voiture, et puis la garder en continuité, y compris en acceptant des embouteillages. Donc de garder en fluidité avec la multimodalité, c'est un point qui est également essentiel. Après, si on regarde la route, et j'en viendrai aux véhicules électriques, mais je pense que c'est à court terme en tout cas une petite partie du problème. Une partie importante du problème, c'est qu'on utilise mal la route. Aujourd'hui, d'après les données dont on peut disposer, il y a moins d'humains dans une voiture aux heures de pointe, et de manière générale qu'il y en avait à la fin du XXe siècle. Donc déjà, si on luttait contre ce qu'on appelle l'autosolisme, le fait, encore une fois, pour différentes raisons, mais également parce que le niveau de vie a augmenté, de se retrouver seul dans sa voiture, dans des environnements dans lesquels on pourrait faire autrement, ça peut être un levier tout à fait puissant. Puis après, globalement, il faut mieux utiliser l'infrastructure, y compris avec des moteurs thermiques tels qu'on a à l'heure actuelle. Si vous allez à Madrid, et j'ai eu l'occasion d'y aller et d'étudier leur modèle de transport, il y a un modèle en étoile dans lequel il y a des bus à haute fréquence qui permettent, alors évidemment, ce n'est pas des bus électriques, en tout cas pas pour l'heure, eh bien, dans lesquels on met plus d'humains et on en met plus au mètre carré que ce qu'on peut mettre dans un véhicule personnel. Donc il y a également, avec des véhicules thermiques, le moyen de réduire les émissions de CO2 en utilisant mieux l'infrastructure. Mais par ailleurs, évidemment, ça ne suffira pas, donc il nous faudra des nouvelles motorisations, et ça c'est la question du véhicule électrique, et c'est un grand chantier, évidemment. Je vous donne simplement deux points d'observation. Moi, j'ai eu à travailler sur un modèle d'autoroute décarbonée. Donc, il faut essayer de se figurer ce que peut être une autoroute décarbonée. Aujourd'hui, l'autoroute, c'est l'emblème, avec les aéroports, peut-être d'un monde d'infrastructures carbonées. Donc, une autoroute décarbonée, c'est une autoroute dans laquelle, évidemment, il y a toutes les mobilités électriques, mais également pour les poids lourds, et ça, c'est également tout à fait compliqué, mais qu'on a adapté aux effets du changement climatique et sur laquelle on a mis du photovoltaïque partout, parce qu'il y a un foncier qui a de la valeur et pas de conflit d'usage, etc., etc. Donc, c'est pas mal d'argent, mais enfin, c'est dans les ordres de grandeur que tu as évoqués. Mais également, puisqu'on est dans le monde de l'électricité, il faut gérer la pointe. Et la pointe sur les autoroutes, c'est 2-3 fois par an. Et donc, par exemple, si vous visualisez sur la carte Valence, en France, pas en Espagne, eh bien, vous avez la convergence là, de plusieurs autoroutes, et les gens dont c'est le métier nous disent qu'il va falloir déployer là l'équivalent de la puissance électrique d'Orly, donc d'un gros aéroport, simplement pour couvrir 2 fois par an la pointe. Et donc ça soulève évidemment par ailleurs des problèmes de modèle économique, parce que c'est beaucoup d'investissements, y compris pour couvrir la pointe, qui ne vont pas servir à grand-chose, si ce n'est potentiellement 2 fois par an. Donc c'est à la fois des défis d'ingénierie, parce que derrière il faut adapter le réseau, mais c'est également
des défis sur les modèles économiques, c'est absolument essentiel. Tout dernier point sur les infrastructures, il y a une infrastructure qui ne coûte pas grand-chose, qui peut avoir un effet de levier assez puissant, ce sont des véloroutes et de manière plus générale des infrastructures dédiées aux vélos. Et à la fois, il y a plus de moyens qui sont mis, mais enfin, on en est, je parle sous le contrôle de mon camarade, on fait du vélo ensemble quelquefois. Je reviens, j'ai fait l'aller-retour à la Défense à vélo. Bon, je connais un peu l'environnement. J'ai failli mourir 10 fois. Et donc, il suffit pas uniquement de dédier temporairement, etc., mais tout ça soumis aux aléas des travaux dédiés. Si on veut vraiment qu'il y ait une adoption telle qu'on la voit, notamment dans les pays du Nord du vélo, il faut faire les choses bien plus sérieusement et avec de la continuité de ce qu'on fait. Mon camarade qui fait du VTT, lui, il peut affronter ce genre de risque, mais c'est un frein à l'adoption par ailleurs, et ça, c'est pas très coûteux, donc il peut y avoir également des effets de levier puissants et pas coûteux. Merci. Madame Merer, dites-nous qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des belles startups qui arrivent dans le secteur du transport. Non, je voudrais, avant de donner quelques exemples, remercier Guillaume d'avoir mentionné les mobilités intermédiaires, parce que ça, c'est un sujet près du micro, il faut que j'arrête de bouger, pardon, merci. Le sujet, la mobilité légère ou la mobilité intermédiaire, enfin des véhicules intermédiaires, est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à l'ADEME. Et comme Guillaume le disait, si on passe tous d'un SUV thermique à un SUV électrique, on n'a pas résolu le problème. Donc voilà, réfléchissez à acheter une voiture, réfléchissez à la taille de la voiture quand vous l'achetez, c'est vraiment des éléments importants. Acheter électrique ne suffit pas. Bref, fin du petit message partisan, enfin pas partisan, militant. Et un exemple du coup qui va un peu dans ce sens, et j'en profite pour faire la pub pour une participation. C'est une société qui s'appelle Zeway, Z-E-W-A-Y, et vous aurez peut-être vu les scooters qui circulent en Paris et proche banlieue. Et ce sont des scooters à batterie swapping. Donc l'idée, c'était de résoudre le problème de la recharge en ville. Donc il n'y a plus besoin de monter une batterie un peu lourde à la maison et peut-être au 5e sans ascenseur. Là, on prend sa batterie, on la sort avec une poignée, on va dans une agence BNP, un Monoprix, on la change dans une borne et 20 secondes après, on est parti avec un scooter qui a une batterie pleine. Donc on trouvait la solution extrêmement intéressante, et d'autant plus que cette solution de batterie swapping peut ensuite, et c'est des études en cours, de la recherche en cours, peut être adaptée à des véhicules de petite taille, donc typiquement des vélos cargo, des véhicules intermédiaires, ou pourquoi pas pour faire de l'extension, enfin pardon, je fais beaucoup de franglais, c'est pas bien, mais du range extender sur des Citroën Ami par exemple, des véhicules de ce type-là. Donc on aimait bien cette approche de mobilité sobre, et on a donc ADEME Investissement à côté de la Banque des Territoires et d'investisseurs privés. On a financé la flotte qui est en cours de croissance de scooters et le réseau de bornes d'échange de Zeway. Donc ça, c'était le premier exemple assez urbain. Mon deuxième exemple, alors là, on change complètement d'horizon. On part en mer. On va voguer sur l'océan avec une société qui s'appelle Neoline. Donc on touche plus au transport qu'à la mobilité. Puisque là, on finance un cargo à voile, donc un navire de 136 mètres, c'est une belle bête, qui va transporter des conteneurs et puis ce qu'on appelle du hors gabarit, donc des morceaux de bateau, des voitures, sur du transatlantique, et qui va économiser un minimum 80% de gaz à effet de serre en se propulsant principalement à la voile, avec des nouvelles technologies de voile des chantiers de l'Atlantique. Donc on est sur des voiles rigides qui doivent faire à peu près 2 fois la taille de Dauphine. C'est comme, encore une fois, on n'est pas sur des bateaux de plaisance. Donc des nouvelles techno françaises, ça qui nous plaisait bien dans ce projet. Et il faut savoir qu'en France, on a une industrie de la propulsion vélique qui est vraiment au top. On a plusieurs startups et des sociétés qui sont maintenant d'ailleurs plutôt des PME, qui ont développé des technologies de voile innovantes pour décarboner le transport maritime. Et donc, après, il y a d'autres petites choses qui sont en train d'étudier pour éventuellement se connecter au port le jour où les ports seront électrifiés, pour faire de la houlogénération, si je ne me trompe pas, pour générer de l'électricité avec les hélices. Donc voilà, pas mal d'innovations autour du transport maritime également, qui a des gros enjeux de décarbonation. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un secteur extrêmement polluant, y compris au niveau des ports. Vous l'avez peut-être vu, on reboucle sur le sujet de la pollution qui était mentionné plus tôt. Il y a des enjeux de santé, in fine, aussi autour de la pollution du transport maritime. Et 2 petits mots, on a parlé du train, il se passe des choses dans le secteur ferroviaire. Nous, on voit des start-up en fait, dans le domaine du train, aussi bien pour faire du transport interrégional grande vitesse que pour faire du train de nuit en Europe. Donc on trouve ça hyper intéressant, et on pense qu'il va se passer pas mal de choses, et ça devrait permettre, on espère, d'augmenter le report modal.
Et un petit mot sur le covoiturage, parce que ça a été mentionné, je ne sais plus très bien par lequel de mes voisins, et je ne tourne pas la tête pour me presser en face du micro, mais on a aussi, en l'occurrence, financé une société qui fait du covoiturage, alors pas pour faire des longues distances, mais pour du trajet pendulaire et pour remplacer des bus qui ne sont pas suffisamment remplis typiquement sur des lignes. Donc on covoiture d'un point A à un point B, typiquement des anciens arrêts de bus. Ça marche très très bien. Et là, c'est donc bonne utilisation de l'infraroutière, bonne utilisation des véhicules qui sont aujourd'hui thermiques, mais qui donc sont mieux remplis. Donc voilà, il y a pas mal d'exemples assez intéressants dans le secteur de la mobilité. Et on a financé aussi des bornes de recharge électrique, mais là, je dirais c'est assez classique. Je voulais prendre des exemples qui étaient un peu plus originaux et innovants. Merci beaucoup. Monsieur Verset, comment on accompagne une entreprise, surtout dans la logistique? Il me semble que vous aviez un exemple qui était assez concret, assez intéressant. Ça y est, ça fonctionne. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs que j'aurais pu venir avec un exemple dans les airs aussi, puisqu'on accompagne beaucoup de startups, dont une qui organise du fret par montgolfière, des très gros engins. Et bon, c'est en phase de prototypage, mais ça peut être intéressant en tout cas pour venir concurrencer l'aviation. Non, deux exemples rapides, hein, je vais être bref. Moi, on a suivi un groupe qui s'appelle DX Group, qui est basé à Grasse, qui a plusieurs activités. Ils ont plusieurs entités de production. Ils font de la pompe à chaleur, ils font de l'installation de panneaux photovoltaïques, et puis ils font aussi l'installation de bornes de recharge pour les particuliers et les entreprises. Donc c'est de manière indirecte ce qui vient accompagner l'ensemble de l'électrification de la mobilité dont on a beaucoup parlé. Voilà, une entreprise qu'on a accompagnée en financement pour développer son activité, évidemment. On l'a accompagné d'ailleurs pour aller aussi à l'international. Et puis on lui a permis de faire un bilan carbone qui finalement, parce que c'était une entreprise quand même qui était assez avancée dans sa transition, lui a permis d'entamer pour elle le sujet qui est le plus compliqué pour chacun d'entre nous, qui est s'attaquer à son scope 3 et donc à travailler toute cette chaîne de valeur du fournisseur jusqu'au client pour essayer de se mettre en transition et de se décarboner le plus vite possible. Donc voilà, donc ça c'est une jolie histoire. On espère que ça ira au bout, mais en tout cas on a posé le plan strat avec elle et on va maintenant se mettre au travail pour financer les besoins qui vont découler de ces études. Et puis deuxième exemple, parce que nous on est un grand financeur du monde du transport. Alors là aussi on n'est pas tout à fait dans la mobilité, mais quoique. Les transporteurs, on les finance beaucoup. Ils ont un gros problème aujourd'hui quand même, c'est que la technologie ne suit pas. Et même si beaucoup de transporteurs souhaiteraient électrifier, souhaiteraient avoir des technologies moins dépendantes du carburant, on a encore du mal à trouver la technologie qui va bien et surtout qui coûte pas trop cher. Et nous, on a un groupe qui est un peu avant-gardiste sur le sujet, qui s'appelle le Transport Blondel, qui est une très belle ETI dans les Hauts-de-France, et le premier transporteur indépendant d'ailleurs des régionales des Hauts-de-France, 2000 salariés, voilà, une superbe entreprise, un très grand parc de tracteurs, et qui commence maintenant à tester des nouvelles choses. Ils ont acheté plusieurs tracteurs électriques, mais pas pour faire de la longue distance, surtout pour déplacer des containers sur un site logistique. Ils utilisent de plus en plus du biogaz. Ils ont installé d'ailleurs un matériel qui leur permet d'avoir leur propre biogaz, leur biocarburant, pardon, pas biogaz, sur place. Et puis ils testent. Là, ils ont acheté deux prototypes de tracteurs fonctionnant à l'hydrogène vert. Et on les a accompagnés pour financer ces deux tracteurs. Il faut savoir que le tracteur unitaire, c'est 350 000 €. Hein. Donc, ouais, c'est aller 3 fois le prix d'un camion classique. Donc on voit bien qu'on est encore loin de la capacité donnée aux transporteurs de totalement modifier leur flotte. Mais bon, eux, ils se sont lancés, ils ont des moyens. On les a accompagnés en mettant un prêt vert, d'ailleurs, avec ADEME pour financer leurs besoins. Et bon, on espère que la technologie faisant, les coûts iront en s'amenuisant. Nous, notre volonté, c'est finalement d'essayer de trouver des solutions alternatives de financement plus longs, avec des différés d'amortissement qui viennent compenser un prix unitaire de l'actif beaucoup plus élevé. Voilà, c'est comme ça qu'on commence à jouer, c'est comme ça qu'on commence à trouver des solutions pour notamment les transporteurs, mais aussi les industriels qui souhaitent se lancer dans la transition. Voilà pour mes exemples. Si je peux vous prendre 2 secondes. Je voulais faire la pub pour une initiative ADEME, j'ai oublié, dans le secteur du transport. Si vous vous intéressez aux mobilités alternatives, je
je vous invite à suivre la nouvelle aventure mobile, qui est un tour d'environ 3000 km en France, fait en véhicule intermédiaire, donc un hybride entre le vélo et la petite voiture, et qui va aller rencontrer des acteurs des nouvelles mobilités. Donc la nouvelle aventure mobile. Merci, je fais la pub. Merci pour ce spot promotionnel. J'aimerais bien prendre 15 secondes également pour le moment pub, et merci de m'y faire penser. Avec quelques collègues, notamment François Gémen, et beaucoup de partenaires industriels, une cinquantaine, des collectivités locales, et même des syndicats, on est en train de créer une alliance qui s'appelle l'Alliance pour la décarbonation de la route, et qui va être inaugurée le 12, donc on sera mardi à l'Académie du climat. Voilà, lors d'une conférence de presse. Monsieur Versailles, vous avez un coup de pub à faire ou... Coup de pub. Moi aussi, j'ai un coup de pub. 4 avril, à Cité des Congrès à Nantes, on fait le jour E comme environnement chez BPI France, qui est le grand événement vitrine qui rassemble beaucoup d'entrepreneurs autour de la transition énergétique. On a invité aussi des étudiants des écoles à venir. Je vous en ai parlé, Vincent. Donc, si les étudiants de Dauphine, vous êtes les bienvenus, quoi. Il y a des chefs d'entreprise d'un niveau extraordinaire. Il y a toute la communauté du Coq Vert, qui est la communauté qui réunit tous les entrepreneurs qui ont cette sensibilité liée à la transition, qui sont là-bas. Il y a des pitchers de très haut niveau. Enfin, franchement, venez. Si vous, le 4 avril, si vous avez l'occasion d'être à Nantes, une ville sympathique en demeurant, on vous accueille avec grand plaisir. Mais j'ai transmis l'invitation à Vincent, il vous enverra tout ça. On communiquera là-dessus, je pense, sur le LinkedIn du club Transition, si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Guillaume, tu as envie de faire un coup? Moi, je vends un sèche-linge de... Non, je rigole. Non, mais nous, on va faire plein d'événements à l'Institut Rousseau pour faire suite au rapport européen, la Road to Net Zero, que je vous invite à consulter. Et donc, il y aura plein de petits events sectoriels. On va essayer de faire des choses pour préparer les élections européennes aussi et d'inviter les candidats pour réagir et voir ce qu'eux prévoient dans leur programme par rapport à ce qu'on raconte dans notre plan d'action. Et voilà, donc suivez-nous sur les réseaux et puis vous saurez. Je suis navrée, on arrive déjà à la fin. Je pense que tout le monde a hâte peut-être de se lever, de se dégourdir. On va essayer d'être concis. Je crois que c'est quand même important qu'on passe juste très rapidement sur une petite ouverture sur les bénéfices de la transition. Ce qu'on a évoqué là ce soir, c'est que le chantier de la transition écologique, il est complexe, il nécessite de nombreux investissements. Comme on l'a vu, on a besoin d'avoir une collaboration entre le privé et le public. Est-ce que vous auriez, chacun à tour de rôle, un argument phare à nous donner pour nous motiver tous à mettre en place la transition? C'est quoi votre bénéfice préféré de la transition? C'est à vous. C'est le premier qui prend la main et il a gagné. Moi, je peux vous dire, on est en train d'investir dans cette université 150 millions d'euros, qui vont nous coûter sans doute plus à la fin. Et lorsque vous reviendrez à Dauphine dans 3-4 ans maintenant, vous aurez sans doute la plus belle université de France, extrêmement efficace en termes énergétiques. Si vous avez fait vos études à Dauphine, vous savez qu'elle est encore un peu dans son jus. Donc vous aurez d'autant plus de plaisir à revenir à Dauphine. Et vous savez qu'à Dauphine, on a trop chaud ou trop froid. Ce soir, c'est un peu l'exception. Et en fait, l'intégralité de l'université sera de la qualité de la salle dans laquelle nous sommes. Donc voilà un bénéfice tout à fait concret. Et j'enchaîne. Moi, je vais vous dire ce que je dis aux chefs d'entreprise que je rencontre. Je leur dis, au-delà du fait que de toute façon, vous n'ayez plus le choix de vous mettre en transition, au-delà du fait que la réglementation, de toute façon, va vous rattraper, vivez-le comme une opportunité, comme un projet d'entreprise qui va embarquer vos salariés. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise, vous savez, quand vous avez 50, 100 salariés, qui n'ont pas l'habitude de poser des plans strat, qui n'ont pas l'habitude de se mettre un point GPS dans le temps. Et là, ils ont la capacité d'embarquer leur collectif autour d'un projet qui nous dépasse tous un peu, et en tout cas qui de toute façon rassemble toute la jeunesse et tout l'état d'esprit d'aujourd'hui. Donc c'est une vraie opportunité pour le chef d'entreprise de poser une stratégie vertueuse et d'embarquer son collectif. Et quand j'en parle aux financiers, aux investisseurs, je leur dis que c'est une opportunité pour eux de sécuriser leurs actifs, de sécuriser les financements qu'ils octroient. Parce que pareil, un banquier qui aura financé du Brown, dans 10 ans, que vaudra l'actif qu'il a financé, qu'il pourra éventuellement récupérer en cas de contentieux? Pas grand-chose. Donc tout le monde a plutôt intérêt aujourd'hui à se lancer dans cette grande aventure. Voilà. Et en tout cas, nous,
on y va à 200 à l'heure. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il m'a dit. Je rajouterais la petite brique. Ce que je dis, moi, quand on a des investisseurs, c'est ouvrez vos chakras. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les montants investis dans tout ce qui est clean tech ont tendance à augmenter. Je vous renvoie au baromètre clean tech de France Invest qui est sorti fin février. On a presque 30% d'augmentation sur les investissements clean tech dans un contexte où les investissements globalement plutôt baissé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est pas au niveau, on a 4 milliards, donc c'est pas au niveau des besoins qui ont été présentés par Guillaume. En revanche, on voit qu'on est beaucoup sur l'investissement lunaire, beaucoup sur des bornes de recharge, un peu de gigafactory. Et on se rend compte, on a à peine touché la diversité des sujets ce soir. Et donc, oui, quand on a financé les ENR, on a fait une part du boulot. Quand on a financé les bornes de recharge, on a fait une part du boulot, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment aller chercher des thématiques diverses. Il ne faut pas hésiter à prendre du risque. Alors, on pourrait parler du rendement pendant très longtemps. Je pense que ce n'est pas forcément un sujet de rendement, c'est vraiment une capacité à prendre du risque et à partir sur les sujets sur lesquels la visibilité n'est pas forcément celle qu'on avait sur des investissements historiques traditionnels. Mais il faut savoir vivre avec ça, sinon on n'y arrivera pas. Et moi, donc, j'ai essayé de convaincre des privés pendant longtemps aussi en tant que consultant, mais aujourd'hui, j'essaie de convaincre plutôt le public, dans le sens où voilà, c'est là aussi qu'on a un effet de levier derrière pour mettre en place les conditions pour que le privé, de facto, ait un terrain de jeu intéressant et des perspectives long terme et une envie de se positionner. Et donc, quand on essaie de les convaincre, on essaie de leur montrer à quel point ces investissements ne sont pas juste de l'argent jeté par les fenêtres, c'est vraiment un transfert d'investissement déjà, parce qu'on arrête on change notre panier de choses, d'activités obsolètes et néfastes vers des choses plus prometteuses. Et surtout, en le faisant, on va créer un maximum d'emplois. Pour la France, quand même, donc ça, c'est un argument qui convainc en général, quand même, quel que soit le bord politique, parce que, alors, suivant les études, ça va de plus 300 000 emplois nets, ça c'est le Shift Project par exemple, à plus 1 million, ça c'est le chiffre de l'ADEME. Donc, quand vous faites ça, vous créez de la dynamique économique. Vous faites aussi des économies futures pour l'État parce que vous allez gagner sur ce que vous payez en Pôle emploi. Vous allez avoir des recettes supplémentaires. Vous allez avoir une meilleure santé publique. Donc, vous allez y gagner. En fait, c'est pas voilà, expliquer que c'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent qui va s'auto-rembourser, qui va porter ses fruits. Et si ça ne marche pas, on peut agiter le spectre de... Si on ne le fait pas, ça va être horrible pour tout le monde. Mais en général, les arguments positifs fonctionnent mieux. Et il y en a tout un tas, en fait. C'est ça qu'on voit et qu'on décrit dans le rapport, c'est que des raisons de le faire, y compris d'un point de vue purement économique, ne manquent pas. La bonne nouvelle quand même, c'est que, je terminerai là-dessus, c'est que le mouvement quand même est parti chez les investisseurs, vous devez le voir Karine, et chez les banquiers de manière générale. Il y a quand même un engouement collectif qui est du financement du vert aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, y compris d'ailleurs pour se donner une bonne conscience et pour faire du marketing de la propre action. Mais en tout cas, le mouvement est parti. Ce qui est plus difficile pour l'instant, c'est les gros grumeaux industriels, les gigafactories dont on parle. Là, on n'a pas encore des fonds d'invest assez puissants en France ou en Europe pour pouvoir les porter. On travaille sur ce sujet-là chez nous. Merci beaucoup. Alors, on sait qu'on a un petit peu de retard, qu'on était censé finir à 20h, mais sachez aussi qu'il y a un cocktail qui vous attend après. On voulait vous proposer de prendre une ou deux questions du public. N'hésitez pas, on va essayer de faire ça rapidement, mais on voulait quand même vous donner la parole si vous avez des questions en particulier. Et pour ceux qui veulent partir, n'hésitez pas, ne vous sentez pas contraint de rester. Oui, en reconnaissant actuellement que la transformation locale en France est nécessaire, nous comprenons également que la transition écologique aujourd'hui nécessite un effort global. Ma question est dirigée vers M. Vercey. Vu que BPI France aujourd'hui intervient à l'international, notamment dans les pays du Sud, où elle accompagne des PME, je pense à l'Afrique par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui le discours est le même vers les chefs d'entreprise en Afrique ou dans d'autres pays? Absolument. Alors, on accompagne des entreprises françaises qui effectivement s'installent ou exportent dans les pays étrangers.
et installent des entités et des filiales dans les pays étrangers, et notamment en Afrique. Vous avez raison, on a un focus africain très, très fort. Et oui, le discours, la volonté est plus que réaffirmé, y compris en Afrique. On accompagne d'ailleurs beaucoup de projets liés à la transition énergétique. C'est un peu plus simple là-bas parce que dans certains pays africains, on part d'une situation où on n'a pas encore l'historique de nous, vieux pays. Donc on a une volonté, on a un terrain de jeu qui finalement est beaucoup plus ouvert. Le plus difficile reste encore de trouver, pour le coup, là, des privés qui nous accompagnent dans ces pays étrangers. Mais oui, la volonté est totalement affirmée de notre côté. Alors moi, j'avais une question pour Guillaume Carlero. Je me demandais à quel point vous intégriez d'autres critères dans votre étude, notamment les critères de biodiversité ou de réduction des inégalités, parce que juste se concentrer sur les émissions carbone ou l'augmentation de la température, ça peut être un peu réducteur. Excellente question. Alors, on prend plusieurs choses en compte. Et on essaye d'être, même si le prisme de l'étude, c'est vraiment de chiffrer la décarbonation, on essaie vraiment d'être le plus holistique possible. Et donc, je vais développer ensuite, mais en gros, on parle biodiversité, on parle ressources métalliques, et on parle, surtout, on a un prisme dans toutes les propositions de politique publique qu'on fait sur la justice sociale, et donc la réduction des inégalités que tu viens de mentionner. Alors, si je développe un tout petit peu sur les ressources métalliques, par exemple, donc je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, si on fait que du switch technologique, ça ne marche pas. Nous, on a fait l'exercice de chiffrer les besoins en métaux de notre scénario. On se rend compte que malgré toutes les propositions de sobriété qu'on intègre dans nos leviers, on a assez vite des problèmes sur différents métaux, cuivre, cobalt, lithium, par exemple. Ouais, il y en a un quatrième, mais cuivre, cobalt, lithium, nickel. Et donc, clairement, ça nous permet d'insister sur la sobriété et de montrer que si on fait que du switch technologique, ça ne marchera pas. Sur la biodiversité, en fait, on l'adresse à travers toutes les mesures qu'on prône dans les secteurs agricoles et forestiers, qui sont ceux qui vont avoir les impacts les plus directs. Bon, tu as toute l'artificialisation des sols, hein, qui est en fait la responsabilité d'un peu tous les secteurs et des activités en général, et qui est la première source de pression sur la biodiversité. Mais en fait, quand tu switches toute ton agriculture sur des pratiques agroécologiques, bio mais pas que, tu résous quand même une grande partie du problème lié aux intrants agricoles, aux pesticides. Et donc là, tu traites indirectement la question du collapse, enfin de l'effondrement de biodiversité. Pareil sur la manière de gérer nos forêts. Et sur la justice sociale, juste pour te donner quelques exemples, à chaque fois, on propose plutôt des modes d'intervention inversement proportionnels au pouvoir d'achat et aux revenus en fait, des foyers. On ne rentre pas systématiquement dans le détail des assiettes de telle aide, tu vois. Mais par contre, on pose les principes. Sur la rénovation des bâtiments, par exemple, c'est flagrant. Tu vas avoir... nous, on propose pour les foyers modestes que la prise en charge soit 100%. Et qu'elle décroisse tu vois, avec les revenus. Et ça, c'est sous-jacent à quasiment toutes les propositions qu'on fait. Et c'est absolument indispensable. Tu ne peux pas faire de transition écologique sans justice sociale, ça ne marche pas. Il me semble qu'il y avait une toute dernière question, très rapidement. Oui, merci. C'est pour Madame Merer. Je reviens sur l'exposé que vous avez fait tout à l'heure sur les initiatives ENR que vous financez. La question, de ce que j'ai retenu, vous êtes surtout en bilatéral ou sur des prises de participation minoritaires. Est-ce que vous arrivez à faire des montages de plus grande envergure avec des industriels sur des initiatives qui sont quand même pas encore commerciales ou industrialisées? Et la deuxième sous-question que j'ai, promis, c'est la dernière. On a un engouement qui, sur les actifs ENR, venait quand même d'un contexte conjoncturel de taux bas, de rareté de la liquidité qui a changé avec la hausse des taux. Est-ce que ça, vous le ressentez aussi dans l'engouement des investisseurs ou pas? Et ça peut être aussi une question pour la BPI. Merci. Alors, il y a quand même pas mal de sous-questions dans ma question. Alors oui, dans le cas d'idéal, on est en bilatéral avec le porteur de projet, on est très ouvert, on peut aussi travailler avec des investisseurs privés, que ce soit des fonds d'investissement, des
des family office, des industriels. Donc, on est dans différents types de configurations, à 2, à 4, à 5. Voilà, c'est très ouvert, petite entreprise, grande entreprise. Il n'y a pas de critères particuliers. Ce qui est important pour nous, et je pense que c'est le cas également pour la BPI ou la Banque des Territoires, c'est qu'on partage toujours du risque avec du privé. Donc oui, on est minoritaire, c'est pas nous qui amenons la majorité du financement. On est là pour partager le risque, on est là pour jouer un rôle de catalyseur, mais on n'est pas là pour prendre la totalité du besoin de financement de la structure. On cherche des effets de levier avec du privé à côté de nous, donc ça c'est très important. Concernant est-ce qu'on peut accompagner des industriels avec des projets qui ne sont pas complètement mûrs? Alors, ADEME, oui, avec des programmes de subvention. ADEME Invest, non, on vient plutôt sur les phases commerciales, comme je disais plus tôt, alors avec toujours quelques exceptions de temps en temps, sinon c'est pas vraiment drôle, mais non, on est plutôt sur du déploiement commercial ou une perspective de déploiement commercial proche, on ne prend pas du risque de R&D. Mais encore une fois, les programmes de subvention, eux, sont là pour accompagner ces étapes plus amont. En ce qui concerne l'environnement de Toba, il a été très, très positif pour tout ce qui est financement. Tant que le taux était bas, on avait quand même pas mal d'argent sur les infrastructures parce que justement les rentabilités étaient plutôt bonnes. L'augmentation des taux a mis la pression sur tout ce qui est financement d'infrastructures et financement private equity. C'est ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure. Globalement, les investissements ont baissé en 2023, en grande partie du fait de la hausse des taux. Alors, il y a des questions d'allocation chez les gérants d'actifs. Je pense qu'on n'aura pas le temps de creuser, mais on peut se parler au cocktail après si vous voulez. Mais néanmoins, et c'est ce que disait également Eric, aujourd'hui, il y a quand même un engouement et une progression des investissements dans les thématiques de transition. Donc, elles ont plutôt moins souffert, mais quand même un peu. Enfin, on en parlait justement avec Eric juste avant le début de la conférence. On a vu quelques transactions qui étaient ralenties ou qui étaient en attente d'investisseurs privés. Donc, on voit quand même un impact, mais probablement moins important dans d'autres secteurs. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos sous-questions. Super. Je peux peut-être compléter d'ailleurs. Alors, je suis désolé, je tourne le dos, hein, mais c'est difficile de parler comme ça. Sous l'angle des banques, oui, l'année 2023 il y a eu des coups de frein sur un certain nombre de secteurs, notamment l'immobilier et les grands programmes ENR, parce que hausse des taux forte et problème de liquidité dont vous avez parlé, la situation, ça y est, se renormalise. Alors, donc on peut considérer qu'à partir de 2024, les projets ressortent et reprennent leur vie. Alors là, je parle des projets immobiliers d'entreprise et des projets liés à l'ENR. Le monde se renormalise. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant pour la suite. Bien, merci à tous et à toutes pour vos interventions. Merci à vous tous aussi pour votre attention. On va se retrouver à l'espace 2 pour un cocktail. Je crois que c'est l'étage juste en dessous, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est à cet étage. D'accord, super. Vers la gauche, en sortant. Tout droit. Bon, vous suivez les petits panneaux, je pense que vous allez les trouver. Merci beaucoup pour votre attention. On est ravis de vous avoir compté aussi nombreux dans cette salle pour un sujet aussi important. Merci beaucoup.